Ça va ou quoi? Tranquille, je fais mon petit tweet. Désolé, j'arrive un petit peu à l'arrache. Et voilà, donc écoutez, je vous propose d'attaquer. Déjà, sachez que ça me fait toujours super plaisir de vous voir. Je sais qu'en ce moment, le marché est vraiment très calme, mais il s'est passé vraiment trop de trucs. Côté IA, côté crypto aussi en réalité. De toute façon, au programme, voilà, je vous mets en bouche. Ça va, Dubaï, tu es safe. Ouais, ouais, vous inquiétez pas à ce niveau-là, Dubaï, c'est safe. Donc, au programme, sur la partie actualité, on va parler de Bitmine. On va parler du hack de Drift qui a coûté 270 millions de dollars, hein, de stablecoin. Après, on fera un point sur l'IA surtout, sur ce qui se passe côté IA. Côté macro, on peut faire une petite parenthèse sur la partie macro, hein, mais en vrai, vous connaissez déjà mon avis, je vais simplement le répéter. Et puis voilà. Bon, écoutez, exceptionnellement, j'ai vraiment envie de passer plus de temps avec le chat, donc je vais juste m'assurer un truc qui s'affiche convenablement. Voilà. Donc, c'est parti. Comment ça va le chat? Est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que vous êtes toujours exposé aux crypto, toujours passionné de crypto? Est-ce que vous faites autre chose? Est-ce que vous bouffez un petit peu de l'IA, de la finance traditionnelle? J'aimerais bien savoir ça avant de démarrer l'émission. En sachant que, voilà, moi côté crypto, je vous disais que c'était un peu décevant ces derniers temps parce que forcément c'est très calme en fait. Quand tu regardes ne serait-ce que le cours de l'Ether, ça fait 2 mois que ça bouge pas. D'où le titre en fait, hein. Ethereum peut-il se réveiller? Tout est dans le titre. Pourquoi pas? Il peut aussi s'écrabouiller. Vous voyez que pour le moment c'est compliqué parce qu'en fait il est toujours sous cette moyenne et qu'il n'arrive pas à passer au-dessus. Ça fait depuis fin 2025 en fait que c'est cassé et que ça pue en daily. Alors j'ai pas TradingView Premium, mais bon. Vous voyez, on est toujours sous la moyenne. Là on a un biais un petit peu différent même. Donc ça pue vraiment. Crypto, j'ai lâché perso. IA plus dev, focus maintenant. Bah écoute, de toute façon, ce sera toujours un peu hybride crypto et IA dans tous les cas. Je vais bien entendu parler principalement de crypto, mais j'ai vraiment des trucs stylés à vous parler de côté IA. Je suis beaucoup plus à l'aise avec le sujet, sachez-le. Voilà, je vous parlerai de mon site aussi, je ferai une parenthèse dessus, j'en profite. Mais commençons sur la crypto. Bon, écoutez, moi, j'ai été très déçu encore une fois. Alors, vous allez dire, je me plains beaucoup, hein, mais très déçu d'Ether, c'est-à-dire que d'habitude, les Ethereum CC, les conférences, je l'ai fait. Cette année, j'y étais pas, et en fait, j'ai un peu survolé le truc sur les réseaux sociaux et tout, et en fait, je n'ai rien retenu. Émission précédente, je vous ai dit, bon, il va y avoir des trucs sur l'inflation monétaire, le staking et tout. RAS en fait. Donc peut-être ça a été mieux sur place, mais ça fait très longtemps que déjà les conférences, on sait que ça se passe surtout dans les side events, mais en général on a des annonces. Côté Solana, il y a toujours des annonces. Là, franchement, côté Ethereum, c'est calme plat, quoi. Enfin, la roadmap, on la connaît déjà. Il y a mise à jour Glamsterdam cet été. Après, il y a Egota pour la fin d'année. On va essayer de paralléliser les transactions. Et c'est tout, en fait. Donc, c'est très décevant de ce point de vue-là. Côté IA, par contre, évidemment, il se passe plein de trucs, mais je vous avoue que moi, je m'occupe beaucoup sur ce sujet-là parce que c'est le sujet qui me passionne. Parce que ça me permet aussi de renforcer ma façon de traiter l'information côté crypto, que ce soit pour puiser de l'information, faire des recherches, etc. En fait, ma thèse est assez simple. Parenthèse IA avant de reprendre sur la crypto, parce qu'il y a les gens qui arrivent dans le live. En fait, moi, je pars du principe que là, c'est la course et que en gros, comment dire, là, pour le moment, ça coûte pas cher d'utiliser des bonnes IA. Claude, tu l'as en gratuit, ChatGPT, tu l'as en gratuit, tu peux payer des abonnements à 20 euros, et puis voilà. Je suis pas certain que ça va rester aussi peu cher. Peut-être que si, hein, mais j'en suis pas certain. Donc c'est pour ça que je m'intéresse de plus en plus à l'IA local, et on aura une parenthèse sur ça. Donc pour vous parler un peu de l'actualité, on commence déjà. Si vous avez la moindre question, le chat, n'hésitez pas. Et accessoirement, je pense que je vais calmer un peu sur les messages automatiques. Attendez. Parce qu'à chaque fois, j'ai mon chat qui est plein de messages automatiques. Ça doit être un petit peu relou. Donc, le monsieur sur les réseaux. Il est où celui-là? Me suivre. Mais il n'arrive pas souvent en fait. C'est juste qu'ils spawnent tous en même temps. Pareil, config PC. Spawn tout en même temps. Ok, que ça spawn tout en même temps. On va se calmer. Voilà, on reprend. Tu peux répéter par rapport à l'IA les prix? T'inquiète pour l'IA. De toute façon, je vais faire une parenthèse dessus. Est-ce que le Quantum va casser la clé de Satoshi? C'est pas impossible. Franchement, c'est pas impossible, mais par rapport au quantique, je suis plutôt optimiste parce que je pense que tout le monde prend le problème au pied de la lettre.
on a l'impression que moins sur Bitcoin, mais je pense juste que voilà, c'est qu'on ne veut pas affoler tout le monde. Et surtout, il y a un argument que je vois chez les spécialistes que je trouve totalement correct, c'est ça ne sert à rien de rusher, de précipiter, d'avoir peur et d'intégrer des problèmes. Le but, c'est si on intègre une protection post-quantique, on fait les choses correctement. Skip, tu es marié. Ça fait 1 an que je suis marié, frérot. Ça fait 1 an. Mais merci beaucoup, en tout cas. Et donc, ouais, pour tout ce qui est de la panique quantique, bon, c'est le FUD du moment, mais je suis vraiment pas inquiet. Les spécialistes sont au fait de ce qui doit se passer. Et qu'est-ce qui va se passer? Bah, je pense que simplement, on va avoir des nouveaux types d'adresses post-quantiques, qu'on va demander aux gens de pousser les adresses. Et pour ce qui est des adresses de Satoshi, bah, comme Satoshi ne peut pas signer les transactions, peut-être qu'en fait, il y aura une décision de gouvernance sociale, on va dire, sur les fonds de Satoshi, puisqu'on estime que 1 million de BTC ont été minés par Satoshi. Bah, si quelqu'un arrive à les pirater, il pourrait les brûler, il pourrait les geler, on pourrait les rendre inefficaces avec une coopération des différents exchanges centralisés et décentralisés. Donc je suis vraiment pas inquiet sur ça. Parce que en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est, par exemple, je prends Bitcoin Wishlist. Okay, Bitcoin Wishlist. En gros, vous voyez ici, on a tous les wallets, donc les clés publiques. Certaines clés publiques ont des flags, c'est-à-dire qu'on sait à qui ça appartient, Binance, Robinhood, Bitfinex, Tether, vous avez compris. Il y a des adresses où on n'a pas les flags. Potentiellement, ça peut être différentes adresses de fonds d'investissement, de Satoshi, de peu importe. Et en fait, vous pouvez voir qu'on a des données, par exemple, on peut voir first in, first out. Donc par exemple, on a des adresses qui ont reçu des fonds, mais qui n'ont jamais signé de transaction pour réenvoyer les fonds. Donc déjà, ces adresses-là sont un petit peu plus sécurisées parce qu'elles n'ont pas signé de transaction, donc elles n'ont pas exposé d'informations supplémentaires pour signer des transactions. Voilà. Mais voilà, il y a ce risque que sur des adresses qui n'ont jamais bougé depuis très 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 longtemps, je ne sais pas si on peut filtrer par date. Peut-être en scrollant un petit peu, on va voir des adresses très 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 anciennes. Non, pas tant que ça en fait, si je regarde. Hein. First in, c'est des adresses qui sont plutôt récentes. Ah non, 2014 ici. Voilà, 2010, ça m'intéresse, vous voyez. 2010, on n'a pas eu de transaction depuis 2010. Donc ça, potentiellement, c'est des adresses à risque. Parce que c'est des adresses qui reposent sur de la cryptographie plus ancienne, donc plus à risque en cas de piratage. Voilà, donc c'est des fonds qui peuvent potentiellement être détournés. C'est ça en fait le risque avec le quantique. Hein. Donc, maintenant on va parler d'Ether. Bitmain détient désormais 4% de l'offre d'Ether. Alors, Bitmain, vous le savez, c'est l'entreprise qui à la base était spécialisée dans le mining de Bitcoin, qui aujourd'hui fait de l'achat massif d'Ether. Voilà, pour se faire une trésorerie compagnie, comme vous avez l'habitude de le voir. C'est la plus grosse trésorerie compagnie d'Ether. Et en fait, ils avaient pour objectif d'acheter 5% de la masse monétaire. Ben, ils y sont presque, ils sont à 4%. Avec un prix d'achat moyen, je crois, de 3500$. Laissez-moi vérifier. C'est pas totalement à jour sur le site de Picsou, parce que je crois qu'il y a eu un petit bug, mais il faut aller dans Bitmain, voilà. Prix d'achat moyen, voilà, 3600$, mais on n'a pas de mise à jour depuis le 9 mars. Et donc, voilà, c'est ce qu'on dit dans pas mal d'émissions, en fait. C'est que malgré ces achats massifs, parce que ça ne s'arrête jamais, vous pouvez voir des informations plutôt à jour sur Ethereum, comment on peut mettre Treasury, voilà, stratégique ETH Reserve sur ce site-là. Vous pouvez voir des achats récurrents où ça a commencé voilà, ça a commencé en juillet 2025 et de manière très 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 récurrente, ça rajoute. Et là, on est bientôt à 5%, quoi. Donc le truc, c'est que voilà, déjà, ils achètent massivement. Ils possèdent 10 milliards de dollars d'Ether. Si je reprends le site de Picsou, excusez-moi, je me remets dessus. Ils ont acheté pour beaucoup plus. Hein. Voilà, ils ont acheté pour 16 milliards d'Ether et ils possèdent actuellement un peu plus de 10 milliards d'Ether. Donc ils sont déjà à plus de 6 milliards de pertes. C'est complètement gênant. Donc si ça continue de baisser, au bout d'un moment, peut-être que les investisseurs vont dire, écoute frérot, là, faut faire quelque chose. Faut que tu vendes des Ethers et que tu rachètes des actions. Enfin bref, fais quelque chose. En fait, ça, ce serait dramatique. Parce que là, on est content, en fait. Ils achètent des Ethers, parfois sur le marché public, parfois en OTC. Donc, c'est plutôt de la pression acheteuse. Mais à un moment donné, il faut décaisser. Voilà. Donc, il leur reste 1 milliard de dollars, un peu plus d'1 milliard à l'achat, visiblement. Bon, on espère qu'ils ne vont pas décaisser. Parce que ça, Ether le prendrait très, 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 très mal. En gros, ce qui se passerait, c'est que le marché paniquerait total. Parce que le marché est déjà sous perfusion. Bon, il y a un peu de... Il y a les ETF par-ci par-là, même si pareil, les ETF, c'est calmos. Hein. Regardez, il est bien pour ça, le site de Picsou. iPure Intel, si jamais. En gros, vous pouvez voir l'évolution de la force acheteuse.
c'est le cumulative flow que vous voyez ici en vert, où en fait, entre avril 2025, sur les ETF, hein, entre avril et 2025 et la fin d'année 2025, ça a acheté à mort. Et puis, voilà, depuis le crash du 10 octobre, en fait, ça a signé le top, qu'on se le dise. Hein. Et depuis, ça vend des ETF progressivement. C'est pour ça qu'on voit le cumulative flow baisser progressivement. Et du côté des réserves stratégiques, ça continue d'accumuler, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas à pousser le prix de l'Ether plus haut. C'est pour ça que, voilà, le prix de l'Ether, il est où? Il est en bleu. Voilà, c'est la ligne bleue. Je vais juste enlever l'average cost. Voilà. Le prix de l'Ether, c'était calmos déjà depuis août. Et vous voyez, dès qu'on a eu le crash du 10 octobre, ça a commencé à fondre comme le sucre. D'ailleurs, c'est un truc de fou. Hein. Il était à 4500 $ le 10 octobre. Là, on est à 2000 et quelques dollars. Alors, est-ce que ça peut aller plus bas? Comme d'hab, moi, je suis pas devin, les gars. Hein. Franchement, oui, ça peut. Est-ce que moi, je pense que ça va aller plus bas? Franchement, je suis mitigé. Là, ça tient bien. Ça peut toujours aller plus bas, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, ça panique pas trop à la vente, ça a bien décaissé. Donc c'est pour ça qu'encore une fois, je me répète, on n'aimerait vraiment pas que Bitmain passe vendeur, quoi. Et donc Freebase qui me demandait dans le chat pourquoi ils ont mis autant, parce que l'idée c'était de copier un peu la stratégie de MicroStrategy, le fait de se dire que Ethereum tend à s'apprécier parce qu'il n'y a pas une quantité d'Ether illimitée, même si le supply ne fonctionne pas tout à fait de la même façon que Bitcoin, c'est-à-dire que ce n'est pas un supply limité. Il y a toujours un petit peu d'inflation. Pour autant, tu n'as pas une inflation de dingue. Et par rapport à la masse monétaire de toutes les monnaies fiat mondiales, donc la thèse se vaut. Si tu crois en Ether et que tu te dis ça a marché sur Bitcoin, pourquoi pas sur Ethereum, faut y aller. Et c'est ce qu'a fait Bitmain. Alors pour le coup, ils y sont allés très fort parce que comme dit, ils ont envoyé 16 milliards dedans. Et pour le moment, ils sont sous l'eau. Mais MicroStrategy a déjà été sous l'eau. Hein. Alors, je vais essayer de retrouver le dashboard. Il y a un dashboard va sûrement bien. C'est Bitcoin, MicroStrategy, by dashboard. J'ai plus le nom, mais je vais le trouver. Voilà, strategy.com. Donc ça, c'est le site officiel. Je pense que c'est Bitbo. Ouais, je pense que c'est ce tableau Bitbo. Non, c'est pas celui-là. Strategy Tracker, peut-être. Sailor Tracker. On va regarder les deux. Je vais le reconnaître direct. Hein. Il y en a plein qui ont fait des sites vibe codés Strategy Tracker. Mais c'est pas ça que je veux. Voilà. Donc c'est quoi en vert? Je ne l'ai plus. Ouais, j'arrive pas à retrouver la donnée qui m'intéresse. Ouais, j'arrive pas à retrouver la donnée qui m'intéresse. Ah si, voilà. Bon, bref, je voulais appuyer avec des faits mes propos. Donc malheureusement, j'arrive pas à retrouver l'information qui m'intéresse, mais je vais vous demander de me croire. En gros, plusieurs fois, MicroStrategy s'est retrouvé bien en dessous de son prix d'achat. Ça s'est passé en 2021-2022 normalement. Donc quand ça s'est passé, voilà, je crois que c'était ça. Hein. Je crois que c'était ça. Voilà, en fait, je l'ai là. C'est parfait. Vous voyez, les petites lignes pointillées en vert, c'est le prix d'achat moyen. Et en orange, c'était le prix du Bitcoin. Voilà, c'est parfait. Donc, sailortracker.com, je vous l'envoie si vous voulez regarder ça de votre côté. Juste pour vous rassurer. Je vais me noter ça aussi. Super intéressant. Voilà, Sailor Tracker, vous voyez, ils ont commencé les achats en 2020, post-Covid, très bien. En fait, ils ont eu un prix d'achat de Bitcoin extrêmement bas, mais ils ont continué d'acheter. Ils ont continué d'acheter tout 2021, tout 2022. Et en fait, quand ça a commencé à vraiment dévisser, on est passé bien en dessous du prix d'achat. Et à ce moment-là, on paniquait parce que justement, on savait que potentiellement, MicroStrategy pouvait être liquidé. Il y avait vraiment beaucoup de panique à ce niveau-là. Hein. Vous n'étiez pas tous là, je pense. Il y en a qui ont découvert les cryptos après ou qui ne suivaient pas trop. Mais il y avait beaucoup de panique. On se disait, c'est bon, MicroStrategy, ils vont être sous l'eau, ils vont devoir vendre et Bitcoin va aller beaucoup plus bas. Donc ça commençait à dire, ouais, Bitcoin va aller à 10 000 $, à 6 000 $. Et pour vous redonner le contexte, Bitcoin était monté à 69 000 $. Hein. On est passé de 69 000 $ en novembre 2021 à quelque chose comme 16 500 $ en novembre 2022. On s'est pris moins de 70%. Ça a été vraiment un carnage. Pour autant, MicroStrategy a su séduire les bons investisseurs. Ils ont réussi à baisser leur prix de liquidation de sorte à ne pas se retrouver dans la position de liquidation. Donc ils ont attendu et le marché est reparti. Et vous voyez que ils n'ont pas forcément accumulé à mort de Bitcoin. C'est pour ça que pendant très longtemps, vous voyez que les pointillés verts restent à peu près sur le même prix d'achat. Et quand le marché est reparti, ils ont recommencé à accumuler comme des dingues en 2024. C'est pour ça que vous voyez que les pointillés sont en train de remonter aussitôt. Donc c'est parfait, c'est exactement ce que je voulais illustrer pour mon propos. Donc
c'est ce qui se passe un peu avec MicroStrategy actuellement. Donc, encore une fois, c'est de l'investissement. Je sais qu'en ce moment, c'est vraiment pas facile parce que on se dit, voilà, les cryptos, c'est plus pareil. Trump nous a niqué la gueule. Maintenant, tout est institutionnalisé. Le mood sur Twitter est pas le même. Les gens ont rota sur d'autres trucs. Ils préfèrent investir dans les actions. Ils préfèrent s'occuper dans l'IA. Beaucoup de gens ont essuyé des pertes. Clairement, moi, j'ai pris des pertes. Côté viewer Twitch, côté YouTube, côté Twitter, c'est une catastrophe, c'est extrêmement compliqué. Mais on y était préparé, si tu veux. Désolé, je dis tu veux, si vous voulez. Nous, on y était préparé en tant que Media Coin Academy, en tant qu'investisseur aussi. Et ça fait partie du jeu, mais c'est quelque chose qui peut durer très longtemps. Très, très, très longtemps. Je connais finalement que les crypto-monnaies. C'est vraiment ça que j'ai poncé pendant 8 ans. Mais si tu prends, par exemple, le silver, l'argent, pendant très longtemps, le cours de l'argent se pétait la gueule. Hein. De mai 2021 jusqu'à crash Covid, on est passé de 47 $ l'once d'argent à 11 $. Donc on prend la règle, hein, on a fait du moins 76% sur l'argent. L'argent qui sert à la bijouterie, qui sert de conducteur d'électricité, qui sert aussi de métal pour d'autres activités. Voilà, l'argent s'est explosé la gueule jusqu'à 11 $, jusqu'au crash Covid. Très rapidement, ça a été ravalé, c'est ce qu'on peut voir ici. Hein. Post-crash Covid, hop, on est reparti jusqu'à 30 $, donc on a fait x3 depuis le bottom. Pareil, on s'est retapé une déprime sur le cours de l'argent entre août 2020 jusqu'à août 2022, 2 ans de déprime sur l'argent. Ouais, c'est 2 ans, c'est long, hein. C'est un peu ce qu'on se bouffe en crypto en ce moment. Et ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu et c'est extrêmement difficile. Je vais prendre ETH/USD sur peut-être Bitstamp. Peut-être que Bitstamp aura plus d'historique. Voilà, c'est parfait. Vous voyez, Ether, entre septembre 2015 jusqu'à décembre 2017, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Après, il a eu sa dépression entre le top et le bottom. On a fait un premier bottom assez rapidement. On a rejoué le bottom au crash Covid. Donc en réalité, du top de janvier 2018 jusqu'à mars 2020, c'était 2 ans, c'était la déprime. 2 ans de déprime. C'est un petit peu nouveau, parce qu'en fait, on a baissé très rapidement entre le top de 2021 et le bottom. On a pris un moins 80% illico. Hein. On a mis 8 mois, en fait, à prendre moins 80%. Donc ça a été extrêmement rapide. Ensuite, c'est reparti de plus belle. On a refait un espèce de bottom, voilà, en avril 2025. On est reparti comme des fous. Et là, on rejoue, en fait, avec les points bas. Mais, en fait, ça dépend du biais. C'est pour ça que moi, je suis très mitigé. C'est-à-dire, si on demande à Picsou, Picsou va vous dire, moi, franchement, Ethereum, je touche pas. Je préfère le voir aller beaucoup plus haut, voir un changement de direction, quelque chose qui me met en confiance graphiquement, et je rentrerai. Ça, ce sera le propos de Picsou, et je l'entends totalement, parce qu'en fait, tu as plus intérêt, d'un point de vue purement, je dirais, rationnel, à t'exposer, par exemple, à Bitcoin, qui perf beaucoup mieux, et qui surperf Ethereum surtout. Hein. BTC, ETH. Bitcoin surperf Ethereum depuis très 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 longtemps. Donc voilà. Ou alors le hype. Le hype, je sais, vous dites ouais, il nous casse les couilles avec le hype, mais factuellement le hype est très fort et le hype, tu peux le comparer à BTC. Le hype surperforme BTC. Donc en fait, le hype surperforme tout. Ça, c'est factuel. C'est les faits. Donc maintenant, pour revenir à Ether, ça va dépendre de vos convictions. Moi, je ne suis pas là pour vous dire faut acheter, faut pas acheter. Voilà. En tout cas, si vous voulez acheter, vous avez le sponsor de l'émission, c'est OKEx. Je le glisse comme ça. On reste dans la crypto. En gros, Ether, c'est une question de conviction. C'est-à-dire que potentiellement, on peut se dire, bon, bah voilà, on a joué des tendances, on a gratté le bas ici, on a gratté un point bas, mais plus haut ici, et encore un point plus haut. Bah, peut-être qu'au final, on garde cette tendance de fond et que potentiellement, ça peut durer, ça peut être un peu chiant, et puis ça peut repartir comme en 40. Franchement, ça peut repartir comme en 40. Le truc, quelles sont les conditions qui nous aideraient à repartir comme en 40 ? Parce que pour le moment, c'est vraiment ennuyant. T'as pas de nouveau cas d'usage ultime qui valorise le ticker ETH à mort. Je me répète tout le temps dans les émissions, mais si on fait l'histoire, c'est important d'avoir le contexte. Et c'est pour ça que ceux qui sont vachement habitués en crypto, je vais rabâcher la même chose. Ceux qui ont moins l'habitude des cryptos, j'espère vous apprendre quelque chose qui va vous nourrir. En gros, ici, c'est le début d'Ethereum. D'accord ? Donc là, c'est l'époque où tu mines de l'Ether, c'est le proof of work, c'est la ruée vers l'or.
on te parle des smart contracts, des DAO, le fait de programmer la monnaie, de commencer à avoir des organisations décentralisées. En gros, c'est l'ubérisation de la société. À cette époque, on est vraiment dans on va créer Uber, mais façon décentralisée, on va créer Airbnb façon décentralisée. En fait, tout le monde a les étoiles dans les yeux, mais on est vraiment à l'époque où ce ne sont que des idées. En fait, c'est un rêve, c'est une idée. Factuellement, on n'a pas grand-chose. On peut juste envoyer des Ethers et faire quelques bricolages avec des smart contracts. Ensuite, se passe 2017. 2017, c'est la bulle des ICO, donc Initial Coin Offering. Les ICO, c'est un nouveau moyen de lever de l'argent. Donc, tu collectes des fonds en Bitcoin ou en Ethereum ou dans d'autres crypto-monnaies et tu vends un jeton, tu vends une promesse. Donc, toutes les startups qui ne veulent pas passer par le circuit de la bourse traditionnelle se ruent sur ce modèle-là parce que c'est un système qui est dérégulé. Donc, ça permet tout et n'importe quoi. Ça permet à des entreprises d'aller vite et de lever très fort. Ça permet à des mafias de blanchir de l'argent très vite et très fort parce qu'on ne va pas se mentir. Je vous mentirais en vous disant ouais, non, ça représente peanut. Franchement, je pense qu'en 2017, niveau blanchiment, ça a dû envoyer du très 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 lourd. Mais bon, je faisais juste une parenthèse là-dessus. Donc en fait, tu as beaucoup de capitaux du monde entier qui se sont rués sur Ether par rapport à ça, pour différentes raisons. Parce qu'ils croient en la proposition d'Ether, parce qu'ils croient aux ICO, parce qu'ils croient en l'avenir. Donc vraiment, là, c'est la période ruée vers l'or en fait. D'accord ? Ensuite, on a la période de la désillusion. Cette période-là, début 2018, c'est la désillusion parce que, en gros, ce qui se passe, c'est que Ethereum, c'est bien, mais tu as toutes les autres blockchains à côté qui vont plus vite et qui ne gestionnent pas. Ethereum, ça y est, on commence à avoir un petit peu d'usage dessus, avec des transactions, de la programmation, les CryptoKitties, qui est en fait l'ancêtre des NFT. C'est un des premiers projets NFT grandeur nature. Donc je parle de ça, bien sûr, CryptoKitties. En gros, pour faire la parenthèse, parce que je pense qu'elle est importante, les CryptoKitties, c'était des NFT, c'est-à-dire c'est un produit virtuel rattaché à un token, où chaque chat a son propre token. Donc, chaque chat existe sur la blockchain Ethereum. Et en fait, tu peux faire en sorte que les chats se reproduisent entre eux pour créer des nouveaux chats. Ce qui fait que tu as un côté un petit peu jeu vidéo mélangé à finance. Donc, ça crée beaucoup de transactions sur Ethereum et ça a eu un franc succès à l'époque. Et en fait, ça a totalement saturé Ethereum. Ethereum n'a pas été capable d'éponger la demande en transactions. Donc, court terme, ça a été extrêmement bullish parce que forcément, les gens qui voulaient trader du CryptoKitties, se les échanger, les faire s'accoupler, etc., bah, ils devaient acheter de l'Ether pour le faire. Pareil pour les ICO, la majorité des ICO se faisaient sur Ethereum avec des smart contracts Ethereum et la collecte de fonds se faisait en Bitcoin et en Ethereum, donc c'était extrêmement bullish. Et en fait, la désillusion, ça a été de se dire, bon, bah en fait, les ICO, c'est beaucoup d'arnaques, Ethereum, c'est lent, Ethereum, c'est cher, donc forcément, on a ravalé notre euphorie. Et c'est ce qu'on se bouffe à chaque fois, en fait. Il y a une euphorie absolue, les gens prennent des décisions de dingo, ils vendent pas, ils veulent toujours que ça aille plus haut, mais à un moment donné, il faut vendre. Et en général, ceux qui vendent, c'est pas les petits particuliers comme nous, c'est des gens qui sont habitués sur les marchés, qui se sont déjà fait déglinguer sur les marchés par le passé. Je pense par exemple à ceux qui ont connu la bulle Internet. Alors, est-ce que je vais avoir tout l'historique ? Vous voyez, par exemple, je me mets sur l'action Amazon. Amazon, c'était pareil, hein. Je prends Amazon, mais c'est pareil pour plein d'actions en bourse. Avant l'an 2000, tout le monde était en mode « Oh là là, Internet, oh là là, c'est la folie, on va pouvoir faire du business, c'est la création illimitée de valeur. » Donc les gens, ils investissent, ils investissent, ils investissent. Et en fait, après, c'est la désillusion. Bug de l'an 2000, la rentabilité n'est pas forcément un rendez-vous, tu as plein de problèmes en informatique. Bref, c'est la désillusion. Et donc Amazon, vous voyez, le top jusqu'au bottom, on prend un moins 95%. Moins 95%. On divise par 20 le prix de l'action. Par 20. Ce qui s'est passé dans nos altcoins, ça s'est aussi passé dans les actions. Vous imaginez bien, dans cette période-là, il y a des gens qui se sont fait un pognon de ouf et il y a des gens qui se sont fait déglinguer. À la rue, suicide, tout ce que vous voulez. C'est obligé, c'est mathématique. C'est pas quelque chose qui me plaît quand je vous dis ça, simplement c'est mathématique. Donc, ceux qui sont encore en vie, donc on aura ça sur l'IA, absolument. Si tu veux, relance-moi après, je vais t'expliquer ma théorie sur l'IA. Donc, oui, ça va arriver sur l'IA. Mais je vais t'expliquer de manière rationnelle, parce que là, il va dire, mais qu'est-ce qu'il raconte, c'est pas pareil. Non, c'est pareil, mais c'est différent, mais c'est pareil. Mais je t'explique après. Donc, Amazon, voilà, on s'est pété la gueule, et c'est reparti. Donc, ceux qui ont déjà connu des grosses crises, parce que des crises financières, il y en a tout le temps. Hein. Les années 30, guerre mondiale, années 70, bref, des crises, il y en a eu plein. Donc ces gens qui se sont pété les dents avant ont appris
à vendre. Nous, quand on démarre en crypto, on ne sait pas vendre. On ne sait pas. On est gourmand, on voit le compteur monter, on garde et on rend au marché. Et on reprend de l'argent et on rend au marché et on reprend de l'argent. Le plus dur, c'est d'apprendre à vendre en fait. C'est d'apprendre à dire stop et à se diversifier. Parce que chaque secteur d'activité, tôt ou tard, a son coup de boost et puis ça se calme. Coup de boost, ça se calme. Alors les actions américaines type Amazon, c'est un peu particulier parce que ces actions-là, ces entreprises-là ont la particularité de toucher à de multiples secteurs. Je fais la parenthèse sur Amazon parce que c'est un cas intéressant, je vais probablement vous apprendre quelque chose. À la base, Amazon, c'était un site pour vendre des livres. C'était un site pour vendre des livres. Ensuite, ils se sont dit, bon, les livres, c'est bien, mais on peut vendre d'autres trucs. Donc, ils se sont mis à vendre plein de trucs. Et la rentabilité d'Amazon, elle était plus ou moins bien, mais c'était pas un truc de ouf. Et en fait, ils se sont rendus compte que ce qui marche bien, et d'ailleurs, quand vous gérez des sites e-commerce, c'est souvent ça, c'est les fêtes. Tu vois, les Halloween, Black Friday, les gens, en fait, dans le mouvement commercial de la fête, de Noël, de machin, dépensent énormément. Amazon a vraiment capitalisé sur le Black Friday. Et en fait, si tu veux, quand tu gères un site internet de l'envergure d'Amazon ou de eBay ou autre, quand tu as une période de fête type Black Friday, ton trafic internet, il explose. Ton trafic explose, donc ton site se pète la gueule automatiquement. Sauf si tu dis, vas-y, je mets un budget de fou malade dans mon parc informatique pour éponger cette demande. Donc le truc, c'est qu'aujourd'hui, on connaît le cloud. On connaît les instances multi-AZ, multi-serveur, load balancing, mise en cache. On connaît tout ça. Mais à l'époque, c'était pas aussi en place. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que Amazon, pour bien éponger Black Friday, ils ont acheté un parc informatique de bâtards. Sauf qu'une fois que Black Friday est passé, qu'est-ce qui se passe? Bah, tu as tous ces ordinateurs très puissants qui te coûtent hyper cher en électricité et en main-d'œuvre parce qu'il faut aussi des humains pour contrôler les machines, pour faire en sorte de mettre à jour, que ça fonctionne, etc. Donc en fait, Amazon, au lieu de garder ces machines sur les bras, ils se sont dit, bah, on va créer ça. Amazon Web Service. Et le principe, c'est quoi? Eh bien, c'est de louer leur puissance informatique à d'autres personnes qui ont un besoin précis. Donc, par exemple, qu'ils ne veulent pas gérer eux-mêmes l'hébergement ou alors qu'ils veulent un hébergement élastique. C'est-à-dire, encore une fois, imagine que tu veux un PC assez puissant pour faire tourner ton site internet, tes microservices, etc. De temps en temps, tu sais que tu vas faire des offres spéciales, des trucs comme ça. Donc, ton trafic, il va multiplier par 10, par exemple. Et bah, tu peux louer pendant une période donnée beaucoup plus de puissance pour éponger ce trafic et puis désactiver les machines. Donc en fait, tu peux allouer de manière dynamique ton parc informatique. C'est ça en fait qu'a mis en place Amazon. Et aujourd'hui, c'est le secteur d'activité qui fait gagner le plus de fric à Amazon. C'est pas la partie boutique, c'est la partie informatique. Donc voilà pour l'histoire. J'ai fait une grosse parenthèse, mais je pense qu'elle était intéressante. Donc si on revient sur Ether, bon bah on a eu la désillusion. Ensuite, crash Covid, puis on a la DeFi. On a la DeFi avec Uniswap, Lend, Lend c'est l'ancien nom de AAV, ce genre de choses. Donc ça repart petit à petit. On voit des choses intéressantes. La finance décentralisée, ça nous parle. Le micro-paiement, tout ça. Et puis, tu as SushiSwap qui lance un concurrent d'Uniswap. Alors, aujourd'hui, Sushi, on n'en entend plus trop parler. C'est vrai que le projet n'a plus trop de buzz. D'ailleurs, 56 millions de market cap, c'est affolant. Hein. Fut un temps où le market cap de Sushi était à 4 milliards de dollars. Donc ils ont divisé par quoi? Par 80 à Abu Dhabi? Ouais, 80. Bah, c'est bien. 80 depuis le top. Bref. Donc, en fait, SushiSwap, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont copié l'idée d'Uniswap, mais eux, ils ont dit, bon bah, vous utilisez notre service, et ben on va vous donner un token. Donc ils ont fait un airdrop de token. Et Uniswap, choqué, ils se sont dit, putain, mais ils sont en train de nous voler la vedette, en fait. Du coup, Uniswap ont aussi fait un airdrop de token. Donc ça a été le début des airdrops lucratifs. Et donc, tout ça, forcément, ça crée de l'engouement parce que les gens se disent, putain, j'utilise un service qui me plaît, qui me permet potentiellement de spéculer, de gagner de l'argent, je fais du trading. Et en plus de ça, on me donne du token, on me donne de l'argent gratuit, mais c'est un truc de malade. Et en fait, c'est ça qui s'est passé. C'est qu'on a eu la renaissance de la finance décentralisée, on a eu les airdrops, on a eu aussi à l'époque l'exchange FTX qui était vraiment sublime, qu'on se le dise. Hein. Franchement, l'expérience utilisateur de FTX, elle était extraordinaire. Moi, j'aimais trop cette exchange. Franchement, à utiliser, c'était génial. En plus, j'adorais Solana. Bon, bref, c'était une belle concurrence
à Binance à l'époque, avec des frais moindres, un superbe système d'affiliation. Bref. Donc il y avait tout ça, et le marché était à fond la caisse en fait, parce que tu avais une concurrence qui était saine. Tu avais OKEx, évidemment, OKEx, Binance, FTX, Gemini, Kraken, Coinbase, tout le monde était à fond, derrière les projets crypto, etc. Donc, grosse euphorie sur les crypto-monnaies. Et puis, forcément, on a une nouvelle désillusion, et puis après, on repart avec les airdrops, etc. Et là où, en fait, ça s'est vraiment calmé, ça a été avec le passage du Proof of Stake sur Ethereum. Alors, c'était quand déjà? The merge, ETH, date. C'était 2022, ouais, septembre 2022. Il me semblait que c'était un peu plus tard, mais my bad. Bon. En fait, vous voyez, on a eu cette désillusion, mais on a oxygéné un petit peu le prix avec ces histoires d'airdrop et tout. Le truc, c'est que le ticker Ether n'a pas trop profité de tout ça. Alors, un peu quand même, hein, on a eu des poussées de prix, mais on n'a plus le Proof of Work. L'airdrop, c'est simplement de la monnaie magique d'Internet. Donc, le truc, c'est qu'il n'y a pas vraiment de création de valeur. Et en fait, tu as eu la période où tu as beaucoup d'entreprises qui se sont posées la question d'accepter les paiements en crypto, de faire des choses avec les cryptos, etc. Sauf qu'il y a beaucoup de gens qui se sont retirés. En plus, la fiscalité, elle est complexe, parce que les gouvernements ont fait en sorte que ce soit le bordel, hein, qu'on se le dise, nous empoisonner la vie. Donc, il y a eu un désintérêt, le timing n'a pas été bon. Et en fait, depuis, voilà, on a passé la mode des NFT, destruction de capital, on a passé la mode des airdrops, beaucoup de destruction de capital. Il nous a resté la mode des meme coins, mais la mode des meme coins, c'est un truc de délit d'initié, donc en fait tout le monde se fait éclater la gueule et c'est pas très intéressant qu'on se le dise, hein. Et donc, bah là on attend en fait. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça fait des mois qu'on se fait chier en crypto? Et pourquoi mon titre c'est Ethereum doit se réveiller? C'est parce qu'en fait, Bitcoin, on demande pas à Bitcoin de se réveiller, parce que Bitcoin, par essence, il reste ce qu'il est. En fait, il bouge pas. C'est à ça qu'il sert. Par contre, on est habitué à avoir des choses côté Ether, côté Solana, Sui, Aptos, Hyperliquid, etc. Et en fait, il n'y a pas de nouveauté suffisamment excitante pour pousser les gens à prendre des risques sur les marchés. Les VC sont en train de lever le pied sur les investissements en crypto. Ils vont plutôt sur l'intelligence artificielle qui s'annonce être plus lucrative, mais potentiellement, ils vont se péter les dents comme ils se sont pété les dents sur les cryptos. Et donc, je reprends le message de tout à l'heure. 21h34, Sam Logan qui me dit du coup l'IA ça va être pareil. Moi je vais te donner mon take sur l'IA. Ventuals, je crois que c'est Ventuals Pre-Market. Hein. C'est quoi le site de Ventuals? S'ils l'ont pas fermé d'ailleurs, parce qu'il y a un monde où ils l'ont fermé. Website. Je prends juste ça parce qu'en fait ça permet de voir un peu les valorisations, pré-market, etc., les prix, tout ça. En gros, si tu regardes les grosses entreprises mondiales en IA, qui sont principalement américaines. Hein. Tu as Nvidia. Nvidia, je suis pas inquiet parce que calcul 3D, IA, même si actuellement les revenus principaux de Nvidia, c'est l'IA, Nvidia sait faire beaucoup plus que de l'IA. Et Nvidia est un incontournable, donc je suis pas inquiet. Ensuite, tu as Apple, profite à mort du buzz de l'IA, plus qu'on ne le croit, parce qu'en réalité, le matériel Apple est extrêmement bon. Je t'ai pas vu, la Calvas a attaqué dur dernièrement. Ouais, mais ça fait un moment moi que j'ai la Calvas. Bref, je reprends. Apple, en gros, que ce soit les Mac Mini, les Mac Studio, les MacBook, c'est du très bon matériel pour faire tourner de l'IA. Même les téléphones, je vais vous faire une parenthèse après sur l'IA. C'est extrêmement bien. Donc en fait, Apple a une place exceptionnelle. Si jamais vous vous intéressez à la finance traditionnelle, Apple est un incontournable dans le play IA parce que toutes les autres boîtes, là, les OpenAI, donc ChatGPT, les Claude, les autres américains, les Google, etc., ils balancent du pognon en IA à plus savoir quoi en faire sans avoir la rentabilité en face. En fait, ils espèrent une rentabilité en face en restant au-dessus de la moyenne parce que qu'est-ce qui va se passer? Tu vas pas avoir 5 millions d'entreprises qui vont faire de l'IA. Tu vas avoir quelques leaders en IA qui vont enrichir leur offre. C'est ce que fait Google, parce que Google, quand tu prends l'abonnement Google AI, tu as le stockage Google Cloud, tu as du crédit API sur Google AI Studio, tu as l'accès à l'IDE agentique Google Antigravity. Bref, en fait, tu payes un abonnement, tu as plusieurs services. Donc eux, l'IA, c'est juste un service en plus du reste. Donc ça va. Microsoft, ils ont GitHub. Pour ceux qui ne le savent pas, GitHub appartient à Microsoft. Hein. Donc du coup, ils ont GitHub Copilot, ils s'en sortent. Amazon, c'est un peu à part. Eux, ouais, bon, tu as Amazon AWS, mais c'est un peu à part. Après, tu as Meta, voilà, Facebook, qui rate vachement son play IA. Alors,
Pas sur la publicité, parce que Meta, c'est Facebook, c'est WhatsApp, c'est Instagram. Ils font du fric avec la publicité. Via Facebook, via Instagram, ils font du fric sur la publicité. Mais c'est pas l'IA en tant que tel qui les met bien. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ces entreprises-là, je ne suis pas inquiet parce que c'est des incontournables. Mais quand tu commences à aller sur des plus petites entreprises IA, comme Cursor, comme, je sais pas moi, KiloCode, Cerebra, etc., il y a un gros risque que ces entreprises, elles fassent pas long feu, en fait. C'est là où ça devient compliqué. Et aussi, tu vas avoir des entreprises qui vont être survalorisées. Vous voyez, par exemple, les entreprises OpenAI, donc ChatGPT et Anthropic, ne sont pas encore en bourse. OpenAI, ils ont une valorisation de fou. OpenAI, je crois qu'ils sont valorisés entre 800 et 900 millions de dollars, 900 milliards de dollars, pardon, alors que le produit n'est même pas en bourse. Le seuil de rentabilité n'est pas du tout au rendez-vous. Claude, eux, ils sont à 450 millions, voire un peu plus, mais le marché price ça plus haut. C'est pour ça qu'ici, sur Ventuals, on le voit à 655, ça fait 655 milliards. Désolé, des fois je dis millions, mais en gros, c'est milliards. Voilà. Donc, ces entreprises sont potentiellement totalement survalorisées. Potentiellement. Parce que les effets bénéfiques de l'IA, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais est-ce qu'on doit valoriser ces entreprises aussi fort, alors que potentiellement, on peut retrouver des entreprises quasiment aussi fortes avec des valorisations 50 fois plus basses? Voilà, c'est ça le sujet. Je prends par exemple Minimax Stocks. Voilà. Minimax, capitalisation. Alors, c'est 300 milliards, mais c'est pas 300 milliards de dollars. Hein. Ça, c'est des dollars de Hong Kong, je crois. Donc, j'aimerais bien avoir la valorisation en dollars. Ouais, c'est dollars de Hong Kong. Alors, attendez les potes. Peux-tu me donner les valorisations actuelles en dollars américains des entreprises suivantes? Alors, on va faire un exercice et fais-moi des SVG. Des SVG pour illustrer tout ça. On va lui donner du travail. AI Analysis. Alors, on a quoi comme entreprise? On a ZAI, Minimax. On a DeepSeek. Je ne sais même pas s'ils sont en bourse, DeepSeek. Alibaba, qui ont les modèles Qwen. On a quoi d'autre dans la même lignée en open source? Attendez, voilà, open source. On a Kimi. Xiaomi, qui font des bons modèles aussi, Xiaomi. Mistral, on connaît la valorisation. Mistral, c'est 14 milliards. XAI, tiens, XAI, bonne idée, côté américain. KXawan, bon, je ne l'aimais pas. ByteDance, hein, TikTok. Écoutez, on est pas mal là déjà. On est pas mal du tout. Voilà, c'est parti. On va laisser Claude Cook. Je pense qu'il en a pour 2 minutes. En attendant qu'il cook, je continue mon explication. Là, c'est la ruée vers l'or, l'IA. Mais est-ce qu'on n'est pas en train de cracher un peu trop de pognon? La question se pose. Franchement, la question se pose. Le truc, c'est que les Américains ont toujours pour habitude de biberonner leurs entreprises comme ça, en fait. Avec des investissements un petit peu bâtards, où tout le monde investit les uns chez les autres, quoi. Vous l'aurez compris, hein, côté IA, on a Nvidia, Apple, Google, Microsoft via GitHub. On a ensuite Amazon, je sais pas, ils le mettent dedans. On a Meta. On a Samsung pour le hardware IA, parce qu'il gère la RAM. Hein. Voilà. On est pas mal. Ensuite, on a ASML, toujours pour le hardware. Micron pour la RAM. Putain, mais Micron, ils ont pris une valo. C'est aberrant. Hein. Sans déconner. Hein. Non, mais le hardware, là, c'est aberrant. SK Hynix aussi pour la RAM. Putain. Valorisé à 400 milliards. Oh. Voilà. AMD pour l'IA. Franchement, on a des valos complètement aberrantes. Hein. Du coup, voici les valos. Hyper intéressant. Peux-tu me faire un artefact que je peux partager? Putain, il a été rapide, hein, Claude. Ouais, donc, niveau des valos, on a, je zoome, hein. TikTok, 550 milliards. Alibaba, 300 milliards. XAI, juste XAI, hein, l'entreprise IA de Elon Musk, 250 milliards. Xiaomi, 100 milliards. ZAI, 44 milliards. Minimax, 38 milliards déjà. Minimax, 38 milliards déjà. Putain. Kimi, 18 milliards, DeepSeek, 3,4 milliards. Donc déjà, regardez, là, les gars, les Chinois, on n'est même pas à 50 milliards de valo, alors que, qu'on se le dise, hein, c'est de la frappe. Hein. Les modèles, là, les gars, c'est de la frappe. C'est pas du niveau de Claude, mais c'est 7 à 10 fois moins cher. Juste pour vous dire, je vous donne l'accus, c'est cadeau. En ce moment, on est en petit comité, on s'envoie de l'alpha. Vous allez sur OpenCode, opencode.ai, vous payez 10 $ par mois. On vous donne de quoi prompter sur du GLM de ZAI, Kimi de l'entreprise Kimi, du Xiaomi, le Mimo,
du minimax. On vous donne tout ça et on vous dit vas-y prompt, prompt, et au bout de 5 heures, on te reset et tu peux reprompter. Donc si jamais vous voulez vous mettre à l'exercice, hein, Open Code, vous pouvez l'avoir dans le terminal, comme ça, boum. En plus, comme c'est des tchads, vous pouvez faire tourner de l'IA en local. Vous pouvez sélectionner des modèles gratuits. Hein. Vous avez le nouveau modèle Qwen en ce moment d'Alibaba en totalement gratuit. Nemotron, d'autres trucs. Vous pouvez connecter d'autres providers, voilà, Controlla. Vous pouvez connecter votre compte OpenAI et l'utiliser. Vous avez tout ça en provider. Bref. Donc OpenCode, il est vraiment pas mal du tout. Et vous avez aussi une application OpenCode qui fonctionne de la même façon que Claude, que Codex, etc. Ça se présente comme ça, vous voyez. J'ai testé un truc tout à l'heure pour la masterclass. J'ai essayé de le prompter. Vous créez un nouveau projet, vous mettez un dossier, boum. Et ensuite, en bas à gauche, vous sélectionnez les modèles. Voilà. Donc, pour revenir à ce qu'on se disait, les Chinois sont très bons. Hein. Alors voilà, on a généré un artefact, Publish to Web. Je vous le mets dans le chat et je le mettrai en description YouTube. Entreprise chinoise, IA et valorisation. Ouais, donc j'ai généré un petit artefact et vous pouvez voir la vue proportionnelle des différentes entreprises, c'est stylé. Avec un petit graphe pour se faire une idée. Alors j'aurais pu rajouter du coup OpenAI et Anthropic. Hein. Mais vous voyez, il n'y a que TikTok en fait. Hein. Il n'y a que TikTok qui est vraiment au-dessus parce qu'ils font pas que de l'IA, du coup. Parce qu'ils ont TikTok en fait. Donc là, c'est là où ça se joue. C'est là où c'est compliqué. C'est qu'en fait, pour le moment, ces Chinois-là sont très forts. Mais potentiellement, ça se trouve, dans un an, on n'en entend plus parler parce qu'ils n'ont pas les moyens de suivre comme Alibaba et compagnie parce qu'ils n'ont pas le budget en fait. Ils n'ont juste pas le budget. Donc n'hésitez pas à regarder tout ça. Je ne sais pas d'ailleurs dans toutes ces entreprises lesquelles sont disponibles à l'achat facilement en Europe. Il faudra regarder ça. Donc c'est une grosse parenthèse IA. On va revenir sur la crypto. Je ne peux pas m'en empêcher de parler de cette IA. D'ailleurs, je suis désolé pour ceux qui sont plutôt penchés crypto. On continue du coup. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu le piratage de Drift Protocol. Alors, Drift Protocol, c'est une affaire qui est vraiment, vraiment violente. Hein. Ça s'est passé cette semaine. 270 millions de dollars qui ont été volés instantanément. Donc, sur le coup, on s'est dit, qu'est-ce que c'est que cette clonerie? Encore un truc pas sécurisé. Comment on peut faire autant de la merde en termes de sécurité? Drift étant le deuxième plus gros DEX historiquement sur Solana, après Jupiter, je dirais. Et en fait, c'est une attaque ciblée fait par la Corée du Nord, visiblement. En tout cas, les sources ramènent à la Corée du Nord. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous expliquer exactement ce qui s'est passé. C'est un truc de malade. Et je vais d'ailleurs reprendre le communiqué de Drift, parce que, franchement, c'est un truc de fou. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Drift Protocol, les fonds sont protégés par ce qu'on appelle un coffre multisignature. Donc ça, c'est une notion dont on a parlé dans nos formations gratuites débutées en crypto sur Coin Academy, si ça vous intéresse. Le principe d'un coffre multisignature, je le rappelle, c'est de devoir nécessiter plusieurs signatures. Pardon, c'est pas débuter en crypto, c'est sécuriser ses cryptos. Voilà. En gros, on demande plusieurs signatures pour valider une transaction. Je vous montre un exemple. Par exemple, on peut dire, voilà... Il y a besoin de 5 signatures sur 5 pour que ça passe, ou alors seulement 2 signatures sur 4, ou 2 signatures sur 5. C'est vous qui choisissez les règles. Et donc, en l'occurrence, Drift, ils ont mis une règle. Il fallait 2 signatures sur 5 pour déplacer les fonds. Ça veut dire que du coup, les hackers ont eu besoin d'infecter 2 ordinateurs sur les 5 pour pouvoir décaler les fonds. Et c'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait. Mais ils n'ont pas fait ça... comme des teubés, hein. Ils ont vraiment fait ça à la propre. Alors, il y a eu un communiqué officiel qui a expliqué ce qui s'est passé. Les gars, c'est des malades mentaux. Vraiment, c'est des malades mentaux. Et ça vous laisse imaginer le niveau de paranoïa que vous devez avoir en tant que builder dans l'écosystème crypto. En gros, tu as des tierces parties, donc potentiellement des gens qui ne sont même pas de Corée du Nord, mais qui bossent avec les services de Corée du Nord, les services secrets de Corée du Nord, qui se pointaient à des conférences crypto pour parler avec différents projets et qui se sont rapprochés de Drift, en fait. Voilà. Donc pendant 6 mois, ils ont dit, pendant 6 putains de mois, ils se sont vus, ils se sont revus. Ah, moi, je gère un fonds de trading quantitatif, j'ai envie de build mon bot de market making sur Drift. Voilà, j'ai envie de tester des trucs, on peut rester en contact. J'ai fait un wallet, machin. Bref, les bros, quoi. Ils se sont vus plusieurs fois, en vrai, vidéoconférence, ils ont échangé du temps. Mais ils sont allés loin parce que non seulement ils y ont passé du temps, mais ils ont développé des applications sur mesure. Ils ont déposé $1 million de leur propre argent pour créer un climat de confiance.
Voilà, création d'un écosystème Volt au sein du protocole et dépôt d'1 million de dollars de capital réel pour paraître comme de véritables partenaires commerciaux. Donc on est vraiment dans un climat de création de confiance extrême. Et donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont servis de ce climat de confiance pour leur envoyer des virus. Donc il y a eu 2 façons d'infecter les ordinateurs de l'équipe. Le premier, ça a été de faire installer un wallet sur iPhone d'ailleurs. Vous savez, TestFlight App Store. Quand vous voulez tester une application, des fois, on vous dit, bon, bah voilà, l'application, elle n'est pas encore disponible sur l'App Store, elle n'a pas été validée par Apple, mais on vous propose de tester la bêta sur TestFlight. Si vous avez un iPhone, vous avez probablement déjà installé TestFlight. Du coup, bah, quand vous installez la bêta d'une application via TestFlight, il n'y a pas tous les contrôles de sécurité. Ce n'est pas encore audité par Apple. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait une application de wallet Solana avec un virus dedans. Ils l'ont fait passer par TestFlight. Ils ont dit, vas-y, teste mon application de wallet. Et les gars, ils ont installé le truc. Et puis, ils n'ont pas vu la quenelle arriver. Donc ça a été le premier vecteur d'attaque. Le deuxième vecteur d'attaque, c'est qu'ils ont fait une application. Et vous savez, quand vous faites un projet de site web avec des frameworks, etc., voilà, vous avez framework React, Next, enfin, React, c'est plutôt une librairie, je crois, mais Next.js, Vue, Express, tout ça. Vous devez build votre projet, vous devez copier plein de dépendances, bref, vous téléchargez en fait plein de fichiers. Vous téléchargez plein de fichiers quand vous faites votre projet, avec NPM machin ou PNPM, bref. Et du coup, bah, ils ont installé un projet, les gens de Drift, et dans ce projet, il y avait un fichier infecté. Donc du coup, bah, d'un côté, il y a eu un hack sur iPhone, d'un autre côté, il y a eu un fichier malicieux, il leur a envoyé des cochonneries, et ça leur a permis de prendre l'accès aux ordinateurs. Donc avec l'accès à ces ordinateurs, ils ont pu créer ce qu'ils appellent un nonce durable. En gros, c'est un peu comme si je vous disais, une transaction, normalement, elle est valable que pendant 1 minute 30. Et bien eux, ils ont rendu leur transaction valable indéfiniment, mais sans laisser de traces. Donc voilà, ils ont fait passer l'information. Hop, la transaction, elle pourrait être exécutée tôt ou tard. Ils ont laissé le truc planer pendant des semaines. Et après plusieurs semaines, ils ont exécuté l'action quand ils étaient prêts, jour du 1er avril, quand personne est préparé à ça, et hop, ils ont détourné l'argent. Donc, pour le détournement d'argent, je reprends mes notes, ici, voilà. Ils ont détourné de l'USDC, du JLP, plein de trucs. Je crois même qu'on en avait parlé avec Picsou la semaine dernière, si je dis pas de bêtises. Et en fait, moi, je disais, mais c'est bon, USDC, ils vont geler les fonds. Que dalle. Circle n'a pas gelé un putain de centime. Donc, du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont utilisé l'argent pour acheter des Ethers, et maintenant que c'est en Ether, bah, l'argent ne peut tout simplement pas être gelé, donc ils ont détourné les fonds. Wanda qui me demande dans le chat, pourquoi targeter ce projet-là, quelque chose de personnel? Bah, pourquoi targeter ce projet-là? Parce qu'il y a 270 millions de dollars. T'as pas 1 milliard de projets avec des centaines de millions de dollars ou des milliards de dollars qui sont plus ou moins bien protégés. La Corée du Nord est réputée pour toujours faire des très gros coups. C'est-à-dire que quand tu déploies 1 million de dollars, quand tu envoies des agents de tes services secrets sur place pour manipuler, tu fais pas ça pour voler 2 millions de dollars. Tu fais ça pour voler des centaines de millions de dollars. Tant qu'à faire. Parce que, voilà, pour un gouvernement comme la Corée du Nord, des centaines de millions de dollars ou des milliards de dollars, c'est pas une petite somme. Ça fait tourner l'économie du pays. Donc, comme ils sont en conflit avec tous les pays du monde parce que c'est une dictature, ils sont obligés de trouver des moyens pour gagner de l'argent. Donc, le piratage en fait partie. C'est pour ça que la Corée du Nord est toujours sur le qui-vive sur les piratages. Donc voilà ce qui s'est passé. Donc comme je vous ai dit, Circle n'a pas gelé un seul centime de cet argent. C'est du grand n'importe quoi. Et du coup, ZachXBT a fait un petit rapport pour dire que visiblement, il y a plus de 420 millions de dollars sur différents protocoles qui n'ont jamais été gelés par Circle, contrairement à Tether qui est beaucoup plus efficace. Voilà. Donc Drift Protocol, 232 millions par exemple. Cetus, 61 millions de dollars qui n'ont pas été gelés. Nomad Bridge à l'époque, 45 millions de dollars. Donc ouais, on parle quand même de sommes assez conséquentes. Hein. Donc c'est chaud, c'est très très chaud. Et j'ai fait une petite recherche et il semblerait que de son côté, Tether est beaucoup plus efficace puisque eux, en général, les fonds sont gelés en 44 minutes max sur Tron, 1 heure max sur Ethereum. C'est-à-dire qu'ils ont une équipe, je sais pas, ils ont probablement des algorithmes et des équipes qui tournent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour ce genre de situation, pour geler les fonds. Et Tether se réserve le droit de geler les fonds de manière préventive. Donc ils peuvent les geler, ils peuvent les dégeler. Circle fonctionne différemment. Circle dit que eux, en fait, ils doivent avoir un ordre des forces de l'ordre ou décision judiciaire pour agir. Donc en fait, ils peuvent jamais agir sur le coup.
Et c'est ça qu'il faut en retenir. C'est que, vous voyez, quand on retient ça, qu'est-ce qu'on en retient? On nous dit, vas-y, en Europe, faut pas utiliser l'USDT parce que c'est pas compliant, parce que, voilà, MiCA, réglementation, on vous protège mes couilles. Donc c'est pour ça qu'OKEX, pour l'Europe, n'a pas l'USDT. Ils ont que l'USDC et l'USDG. Et en fait, on se rend compte que là, en gros, si tes fonds en USDC sont piratés, bah potentiellement, tu les reverras jamais. Parce que le temps qu'il se passe quelque chose, c'est déjà trop tard. Donc en fait, la réglementation nous la fout bien profond. C'est ça le sujet, tu vois. T'as des kidnappings en France, l'État, il sait pas ce qu'il fout. La justice fait n'importe quoi. Maintenant, t'as ça où on n'est pas capable de geler les fonds à temps. En fait, c'est du grand n'importe quoi. La réglementation, c'est du grand n'importe quoi, à mon humble avis. Voilà, ensuite pour les news crypto, on a le fonds Paradigm qui est en train de développer un terminal de trading pour les fonds d'investissement, les professionnels, etc., mais dédié au marché de prédiction, avec bien entendu Kalshi, Polymarket et les concurrents. Donc leur idée, ce serait de proposer du coup un terminal de trading pour les market makers et pour les traders, mais aussi de proposer un indice de marché de prédiction de la même façon qu'on a un indice S&P 500. Donc l'idée de ce que j'en comprends, hein, c'est de dire, voilà, Kalshi est valorisé à 22 milliards, Polymarket 20 milliards, les concurrents peut-être 1 milliard par-ci, 1 milliard par-là. Eh bien, on fait un indice, on prend la valorisation de tout le monde, et tu achètes un seul indice, et en fait, tu spécules sur le succès des marchés de prédiction, qui est un nouveau méta-casino, on va dire, hein, si on peut le dire. Alors, c'est pas quand je dis casino, c'est pas en mode facteur chance, mais c'est plutôt pour le côté addictif, comme le trading, j'ai envie de dire d'ailleurs, hein. Ensuite, on a Uniswap Foundation qui a 85 millions de dollars de trésorerie, qui va continuer d'exploiter sa trésorerie pour financer les opérations. Donc, ils ont apparemment des coûts de l'ordre de 10 millions de dollars par an. Il peut aussi y avoir des compensations en token pour les employés et les partenaires. Et donc, ils sont très larges en termes de trésorerie. Et ce qui devrait se passer après 2027, eh bien, c'est que le protocole devienne encore plus décentralisé avec une structure différente. Et donc, l'utilisation des fonds sera probablement différente à ce moment-là aussi. Voilà. Donc, très rapidement, merci beaucoup à OKEX de sponsoriser cette émission. Donc, OKEX, qui est une plateforme qui vous permet d'acheter, vendre, trader des crypto-monnaies. Vous connaissez. Il propose une carte pour faire des paiements via Apple Pay, Google Pay, etc. Bientôt, il va y avoir du nouveau qui va être présent sur la plateforme. On a des petites infos en off. Donc, si vous voulez faire du trading spot, margin spot, c'est sur OKEX que ça se passe. Je vous laisse le lien, bien entendu, dans le chat et dans la description et en commentaire épinglé pour ceux qui m'écouteront sur YouTube. On aura l'occasion d'en rediscuter. Mais je fais quand même une petite parenthèse. Donc, je vous parlerai de mon site en fin d'émission, mais parenthèse, j'ai sorti un site perso qui va être un site avec différents guides autour des cryptos, du gaming et de l'IA. Et donc, vous allez avoir des guides gratuits où vous pouvez apprendre plein de choses, comment utiliser un terminal, qu'est-ce qu'il faut installer pour passer dans un écosystème développeur, voilà, faire de l'IA en local, pourquoi utiliser l'IA pour tout. Vous aurez aussi d'autres guides. Donc là, pour le moment, j'en ai sorti 3. Les meilleures IA pour bosser et pourquoi. Comment mieux prompter pour apprendre plus vite. Profiter au max de son PC portable. Je vais en proposer d'autres. Et donc, pour les VIP, ce que je fais, c'est que, en gros, si vous avez créé un compte sur OKEX via mon lien perso quand je fais des émissions hors Coin Academy ou via le lien de Coin Academy, vous ajoutez votre UID OKEX ici. Vous le déposez là et moi je le valide manuellement en back-office et vous débloquez l'accès VIP. Donc sachez-le que si vous avez par exemple créé un compte OKEX je te réponds juste après Freebase. Si vous avez créé un compte OKEX pour participer à un concours, on vous avait fait gagner de l'argent il y a 1 mois et demi de cela, ou si vous avez déjà créé un compte OKEX via le lien Coin Academy, que vous avez fait un premier dépôt, eh bien sachez que vous êtes éligible. N'hésitez pas à aller sur mon site capetleray.com, déposer votre ID et je vous débloque. Donc en gros, je le débloque pour mes affiliés à moi et pour les affiliés de Coin Academy. C'est ma façon de créer des nouveaux affiliés sur OKEX. En ce moment, comme le marché n'est pas super stylé, j'essaie de trouver des moyens intelligents de créer des affiliés et aussi de pousser mes intérêts et ceux de Coin Academy. Et puis potentiellement, il y aura d'autres choses qui se débloqueront plus tard. Si vous voulez un tuto rapide sur comment créer un compte, comment acheter des bitcoins, etc., vous avez tout ça sur le site de Coin Academy et vous avez ça sur mon site capetleray.com. Fin de la parenthèse, sponsoring. Je vous ai dit, je voulais vous parler d'IA un peu plus. On va parler d'IA en local et on va parler de Bonsaï. Mais avant ça, je réponds à Freebase qui me demandait est-ce qu'on peut proposer des guides. N'hésite pas à passer sur mon Discord, frérot. Tu as le Discord directement sur capetleray.com d'ailleurs. Voilà, tu l'as là, hein, je te le mets dans le chat. Si tu as des guides à me proposer, parle-moi-en sur Discord, j'en discuterai avec toi avec plaisir.
Tu peux me balancer ça par exemple dans un Google Doc. Moi, je le transvase et je le mets sur mon site s'il est stylé, hein. Donc voilà, n'hésite pas à m'en parler sur Discord, frérot. Bonsai. Alors, pourquoi je parle spécifiquement de Bonsai? Parce que c'est une nouvelle IA où en fait l'équipe a fait quelque chose de totalement nouveau, c'est-à-dire qu'ils ont compressé à la mort le modèle en 1 bit. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails mathématiques de ce que ça signifie, je vais juste rester sur une explication simple. Au lieu d'avoir un modèle dit full précision, c'est-à-dire non compressé, qui peut peser, dans le cas précis, 16 Go, donc 16 Go sur votre disque dur par exemple, et bien eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont essayé de le compresser à mort en limitant un maximum la perte de qualité d'inférence, c'est-à-dire la perte de capacité à bien gérer l'IA. Voilà. Donc ils l'ont compressé à mort, ils ont divisé par 14 le poids du modèle pour obtenir un modèle qui pèse 1,15 Go, donc c'est quelque chose que tu télécharges finalement assez facilement sur ton PC, sur ton Mac ou sur ton iPhone. On reste sur un modèle avec 8 milliards de paramètres, donc si vous voulez, plus il y a de paramètres et en général, plus l'IA est compétente. C'est pour ça que les gros modèles IA que vous utilisez, type ChatGPT, Qwen, Claude, etc., il y a toujours des centaines de milliards de paramètres. Bah là, il y a 8 milliards de paramètres. En général, un modèle 8 milliards de paramètres, ça passe pas sur iPhone. 4 milliards, c'est le maximum. 2 milliards, c'est le sweet spot, si tu veux une inférence assez rapide. Quand je parle d'inférence, vous savez, vous tapez dans le chatbot un texte, vous appuyez sur envoyer, le robot va prendre votre texte, va le comprendre et va générer du texte, un mot après un autre. C'est ça l'inférence en fait. Et donc, je vous fais une présentation de Bonsai parce que je trouve ça extraordinaire en fait. Et puis c'est gratuit, donc ça me fait plaisir de vous en parler. Je vous ai d'ailleurs mis dans l'article Coin Academy comment le télécharger sur PC. Donc vous avez le modèle en GGUF si jamais vous voulez le faire tourner sur un moteur d'inférence type Llama CCP, LM Studio, etc. Et si vous êtes sur l'écosystème Apple, prenez plutôt le modèle MLX. Donc c'est un modèle qui est optimisé pour une inférence dans l'écosystème Apple sur Mac Studio, MacBook, Mac Mini. Ok. Donc j'ouvre Reflector, je débloque mon iPhone. On va vous afficher l'iPhone en temps réel parce qu'ici on est des grands professionnels. Ça fait 4 mois que je vous dis l'IA en local, ça va être un truc de ouf. Ce que j'appelle l'IA en local, c'est au lieu de payer un service américain ou chinois pour faire votre IA, vous copier vos idées, voler vos données, etc. Moi je vous propose de faire tourner ça directement sur votre téléphone. Donc vous avez une application pour ça, on va aller sur le store, hop, boum. Elle s'appelle Locally, elle est gratuite, elle est totalement gratuite. Je ne sais pas si elle existe sur Android, mais probablement. Vous l'ouvrez. Par défaut, vous serez comme ça. Donc, on va vous proposer de télécharger les modèles. Vous pouvez faire Manage Model. D'ailleurs, il y a les nouveaux modèles de Google qui sont disponibles. Voilà. Moi, je vous propose de télécharger Bonsai. Bonsai 8B, voilà, qui fait 1,2 Go. Pourquoi? Je vais vous prendre un exemple. Prenons l'exemple de Qwen en 4 milliards de paramètres. Donc ça, c'est le modèle d'Alibaba. Si je pose une question, par exemple, comment déclarer une variable en Python? Si je passe par Qwen, vous voyez le temps d'affichage du texte, donc en fait le temps d'inférence est assez lent. Parce que en fait mon iPhone c'est pas un ordinateur, c'est pas une carte graphique dédiée, donc le temps de traiter de l'information, on dort un petit peu. C'est convenable. Si on est dans un avion, il n'y a pas internet, qu'on veut jouer un petit peu avec l'IA sans accès à internet, c'est pas mal, tu vois, ça dépanne. Mais c'est lent, vous voyez, il galère. Pour un modèle, encore une fois, de 4 milliards de paramètres. C'est ce que vous voyez en haut, là, le 4B. Maintenant, on passe à Bonsai, qui est optimisé pour iPhone. Bonsai, qui est gratuit, hein, encore une fois. Tout ça, ce que je vous montre, c'est gratuit si vous voulez tester. Même chose, comment déclarer une variable en Python. Comme le modèle est extrêmement compressé et optimisé pour iPhone, regardez, ça va 2 fois plus vite. Ça va suffisamment vite pour être agréable. Et c'est ça que je trouve extraordinaire. Attends, là, t'as DL 16 Go de Qwen. Non, c'est pas un Qwen de 16 Go que j'ai téléchargé. Je crois pas qu'il soit aussi gros. Laisse-moi vérifier. Qwen 4B, il pèse combien? Non, il pèse 3 Go, tu vois. Ici, 3 Go. Mais du coup, voilà, Bonsai ne fait que 1 Go. Et Bonsai va beaucoup plus vite. Donc, ça rend l'IA extrêmement agréable. Donc, rendez-vous compte des progrès en IA qu'on a fait en l'espace de 4 mois. C'est extraordinaire ce qui se passe. Et donc, je reprends les données affichées. Les chiffres d'inférence parlent d'eux-mêmes. 44 tokens par seconde sur iPhone 17 Pro, 131 tokens par seconde sur Mac M4 Pro, 368 tokens par seconde sur une RTX 4090. En vrai, ce genre de petite IA, ça sert à quoi? Eh ben, ça te sert à avoir une IA qui fonctionne sans accès à Internet, sans payer, sans envoyer tes données à des Américains. Donc,
c'est pratique parce que peut-être qu'un jour tu vas te retrouver, je sais pas moi, dans la jungle, en climat de guerre où on nous a coupé Internet et tout. Et en fait, tu es content que ce genre de solution existe. C'était quoi l'application? C'est Locally AI, comme ceci, frérot. Locally AI. Donc, juste, là, ça ne vous parle pas à 368 tokens par seconde. C'est la vitesse pour afficher le texte. En gros, quand vous lisez token, dites-vous c'est un mot. C'est plus facile à comprendre. C'est pas tout à fait un mot, mais c'est plus ou moins un mot. Donc, 368 mots par seconde. Si on va sur OpenRouter, ok, OpenRouter, on se met par exemple sur Qwen ou Minimax ou Claude. Regardez, nous annonce 41 tokens par seconde. Minimax, on nous annonce 42 tokens par seconde. Claude officiel, hein, Claude officiel, 41 tokens par seconde. Donc là, via OpenRouter, je pense que c'est le double ou le triple quand vous utilisez un abonnement Claude natif. Mais là, on parle de 370 tokens par seconde pour le modèle 8B. C'est-à-dire que je ne l'ai pas testé, si vous voulez, on se fera ça dans une, dans une émission. La pêche n'a pas compris ce que je disais. Internet sans Internet. En fait, l'IA tourne sans Internet. C'est ça que tu comprends pas, en fait. L'IA, c'est comme une calculatrice. Regarde, tu vois. Tu prends ta calculatrice, tu lui dis 5 x 2, ça fait 10. J'ai pas besoin d'Internet pour faire 5 x 2. C'est une calculatrice. Et bien, ton LLM, ton IA, c'est une calculatrice qui prend en entrée non pas des chiffres, mais des mots, et qui te rend en sortie des mots, des images, du son, des vidéos. C'est une grosse calculatrice. Ta calculatrice, tu n'as pas besoin d'Internet. Et bien là, c'est pareil. Voilà. Si jamais, tu comprendras peut-être mieux comme ça. Bref, je suis trop impatient de voir les progrès en IA local, parce que là, ce qui se passe en ce moment, c'est totalement ouf. Ensuite, attendez, je me remets de la musique. On continue. Anthropic coupe l'accès à OpenClaw. Donc ça, c'est la news qui m'a pas choqué, parce qu'en fait, ça fait des mois... mais en gros, je voulais dire qu'on aura Internet sans Internet avec des LLM. Ouais, mais non, parce qu'Internet, c'est l'info en temps réel. Le LLM, c'est une interpolation d'infos. En fait, ton IA, elle dit pas la vérité, elle te dit des choses qui se rapprochent de la vérité pour te faire plaisir, pour le moment. Parce qu'elle raconte quand même beaucoup de conneries, de manière générale. Mais on espère que ça s'améliore. Donc Anthropic, qui est l'entreprise derrière Claude, coupe l'accès à OpenClaw. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, vous voyez, quand vous allez sur Claude, on va aller sur Claude, voilà, boum. On va dans tarification, pro, pricing, tout simplement. Pour voir les différents pricing, excusez-moi, voilà. Donc là, vous avez les tarifications. Donc vous avez en gratuit, vous avez un abonnement à 17 $ par mois parce que j'ai pas la TVA, à Dubaï, et vous avez un abonnement à 100 $ par mois, vous avez même un abonnement à 200 $ par mois. En fait, si vous passez par un abonnement, c'est pour utiliser Claude pour vous. Claude Code dans le terminal, ou Claude l'application, ou Claude sur le web, bref. Mais vous ne pouvez plus, c'est ça qu'ils ont changé en fait quand ils vous disent couper pour les abonnements, vous ne pouvez plus utiliser un harness, une interface de communication avec le modèle autre que les interfaces Claude sur votre abonnement. C'est-à-dire que si vous faites, par exemple, pardon, pas comme ça, je ne vais pas l'ouvrir comme ça. Si vous ouvrez votre terminal là, boum, que vous tapez OpenCode, si je fais /modèle, je l'ai trop zoomé je crois. Voilà, vous voyez Anthropic, Claude Max hors API Key. Claude Pro Max, là c'est parce que mon OpenCode n'est pas à jour, mais en gros ça c'est terminé. Je ne pourrai pas connecter mon compte, je paye un abonnement mensuel, je vais être obligé de payer du crédit supplémentaire et de mettre une clé API. C'est ça le truc qui change en fait. Ils veulent pousser les gens à ne pas passer par leur abonnement, mais passer par du crédit API. Et là si je vais sur Claude, que je vais dans mon compte, boom, settings, utilisation. Vous voyez, donc là, sur mon abonnement, j'ai mon utilisation qui est reset toutes les 5 heures. J'ai mon utilisation hebdomadaire où je suis limité dans ma consommation hebdomadaire. Et ensuite, en dessous, j'ai ce qu'on appelle l'extra usage, c'est-à-dire que j'ai un crédit supplémentaire. Non, pardon, il est là. J'ai un crédit supplémentaire que je peux consommer pour utiliser de l'IA. Donc ce crédit m'a été offert par Anthropic accessoirement. Si vous avez un compte Claude, vous pouvez aller sur cette page et réclamer l'équivalent d'un mois d'abonnement en crédit API gratuit. Je vous invite absolument à le faire parce que si jamais vous grillez votre consommation, vous passez en mode extra usage et vous pouvez continuer de prompter en pompant votre crédit. Voilà.
Et dès que vous avez terminé, hop, vous désactivez l'extra usage. C'est comme ça qu'il faut l'utiliser. Je télécharge Local AI, je n'ai pas GMA4, c'est normal. Peut-être qu'ils ne l'ont pas encore débloqué pour toi, frérot. Bref. Donc en gros, ce qu'ils veulent, c'est pousser les gens à payer en plus de l'abonnement du crédit à payer. Donc comment utiliser OpenClaw ou Hermes Agent ou OpenCode avec un abonnement? Et ben ça va se passer soit chez ChatGPT, soit chez les Chinois, mais ça ne se passera plus chez Anthropic. Voilà. Et pourquoi Anthropic fait ça? Pour deux raisons. La première, ça permet d'enfermer les gens dans leur écosystème. En plus de ça, ils font de plus en plus de choses en natif. Vous pouvez connecter votre cloud à Discord et à Telegram. Hein. C'est possible, ils ont les outils pour. Je ne l'ai pas fait, mais je sais que c'est possible. Et aussi, la deuxième raison, c'est qu'en vrai de vrai, ça leur coûte extrêmement cher de vous proposer une inférence en temps réel. C'est-à-dire, je m'explique. En fait, quand tu fais une offre commerciale, pas qu'en IA, hein, une offre commerciale au global, tu pars du principe que les gens te payent un abonnement, mais ils ne vont pas l'utiliser 24 heures sur 24. Quand tu vas à une salle de sport Basic Fit, tu n'y es pas du matin au soir, 24 heures sur 24. Il y a plein de gens qui prennent un abonnement qui n'y vont jamais. Donc c'est là où en fait ils font leur rentabilité. En IA c'est pareil, tu utilises Cloud, mais des fois tu ne l'utilises pas, mais tu continues de payer ton abonnement. Donc ils scalent comme ça. Donc tu as des gens qui utilisent l'abonnement non-stop qui vont leur coûter de l'argent, et puis tu as plein de gens qui ne vont pas l'utiliser non-stop, qui vont leur faire gagner de l'argent. Et c'est comme ça qu'ils sont à l'équilibre. En gros, voilà. Et en plus de ça, ils gardent une logique de prix très basse, parce que comme ils ont levé beaucoup d'argent, au final, c'est les investisseurs qui incentivent, qui payent pour les utilisateurs, parce que si jamais le service a du succès et de la rentabilité plus tard, ça va revenir dans la poche des investisseurs. Donc c'est un investissement à risque pour récupérer les fruits de l'investissement plus tard. Le truc, c'est que ceux qui utilisent justement les abonnements à 100$ ou à 200$, surtout ceux à 200$, bah, en fait, ils ont accès à beaucoup plus de crédits que ce qu'ils devraient. Et en fait, tu as plein de gens qui achetaient des abonnements à 200$ qui connectaient leur compte cloud à ce qu'on appelle des agents IA comme OpenClaw, Hermes Agent, etc. Et du coup, bah, ça leur coûtait beaucoup trop d'argent. Je vous mets en situation. Imagine, tu es quelqu'un de très bien organisé et tu as un agent qui espionne tes concurrents. Tu as un agent qui fait de la rédaction. Tu as un agent qui regarde tous les articles de cybersécurité et qui les délègue à un deuxième agent qui va appliquer des patchs de sécurité sur tes différentes applications, tes différents sites internet. En fait, quand tu commences à être très bon en informatique et donc en IA et en orchestration multi-agents, ce qui va se passer, c'est que tu vas être capable de déléguer énormément de travail à plein d'agents et faire le travail de dizaines, voire de centaines de personnes à toi tout seul. Et en fait, ce n'est pas toi qui fais le travail. Toi, tu as les idées, tu sais orchestrer les idées, mais derrière, tu as un ordinateur qui exécute les idées. Bah, cet ordinateur, faut le matériel, faut l'électricité. C'est pour ça qu'on parle de coûts API, de coûts en token. Parce que pour le moment, Claude propose en fait une IA extrêmement qualitative, et donc ça leur coûte une couille en fait. Voilà, pour dire les choses vulgairement, ça leur coûte très très cher. Anthropic sur leur modèle Mythos, on oublie tout. Ouais, mais Mythos, je pense que ça va être juste leur prochain modèle. Ça va être, en gros, c'est Opus 5, sauf qu'ils vont garder la gamme Opus. Et en gros, ils vont faire un système de gamme. Mais ils ont raison de le faire. On va faire. Tu as testé OpenClaw ou Hermes? Ouais, j'utilise les deux, moi, mais je préfère Hermes. Mon Hermes, je me sers pour faire de la veille crypto. C'est-à-dire, je lui dis de chercher un petit peu sur Internet, des choses sur Ethereum, BitTensor, etc., et de me faire des rapports. Et je lui demande de faire sur mesure des cours de français et d'envoyer un cours de français à 9h à ma femme tous les jours sur Telegram pour qu'elle pratique son français. Voilà, c'est à ça que ça sert. C'est qu'en gros, c'est une interface de communication avec des réglages prédéfinis et toi, tu peux nourrir ton agent de skills, d'informations. Tu nourris sa mémoire pour qu'il s'adapte à ta personnalité et à tes choix. Par exemple, tu peux lui dire quelle est la capitalisation de Nvidia, Alphabet, Microsoft. Lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va récupérer l'information de telle ou telle façon. Donc, il va faire un premier travail où il va chercher la meilleure façon de trouver l'information. Ensuite, une fois qu'il sait le faire, il stocke dans sa mémoire comment il a fait pour le faire. Il crée un skill. Et comme ça, quand tu lui demandes la prochaine fois de faire la même chose, eh bien, au lieu de repartir de zéro de comment je trouve l'information, etc., il va juste regarder en mémoire comment il a fait la dernière fois et réexécuter. Et c'est là, en fait, où Hermes baise OpenClaw, c'est qu'il a une gestion de la mémoire et un auto-apprentissage dynamique qui est bien supérieur à OpenClaw. Donc, pour ceux qui font du OpenClaw, vous allez me dire, oui, mais je peux le faire avec OpenClaw. Oui, si toi, tu as programmé cette gestion de la mémoire toi-même. Sauf que là, en fait, Hermes Agent, tu l'installes et c'est déjà prêt. C'est ça la différence. Et donc, excusez-moi, je pars dans tous les sens.
je vous disais, système de gamme. Apple, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des différents iPhones. Tu as l'iPhone, le Pro, le Pro Max, pour différents types de clientèle. Et Nvidia, ils font des cartes graphiques pour gamers avec différentes gammes. Ils font même des très grosses gammes. Et ben Anthropic vont faire pareil en fait. Anthropic, ils vont proposer la gamme Haiku pour une inférence ultra rapide. Attends, Claude, il est où? Claude, il est ici, voilà. Vous voyez, donc là, on a Haiku. En fait, c'est le modèle qui consomme rien parce qu'il a été optimisé pour faire une inférence ultra rapide. Ensuite, il y a Sonnet, c'est le sweet spot. Ça leur coûte plus cher de calculer les informations. Et ensuite, Opus, c'est le meilleur modèle. Et ça leur coûte beaucoup plus cher à eux de l'exécuter, donc ça va nous coûter beaucoup plus cher à nous. Sauf qu'ils vont pouvoir optimiser l'inférence pour Opus. Et après, bah, leur meilleur modèle, et bah, ils vont leur donner un nouveau nom, ça va probablement être Mythos du coup. Et ils vont dire, bah, si tu veux accéder au meilleur modèle de Claude, et bah, il va falloir payer $1000 par mois, par exemple. $1000 par mois ou $2000 par mois. Et comme ça, ils vont pouvoir encaisser comme départ. C'est ça qu'ils vont faire. Et les gens vont rager, ah, $2000 pour une IA. Mais t'inquiète pas, il y a des gens qui vont payer. Les entreprises, elles vont payer et ils auront raison de le faire. Et en fait, moi, personnellement, c'est ce que je vous disais plus tôt, je m'attends à ce que Claude le fasse, puis ChatGPT le fasse, puis Google le fasse, et que du coup, on aura quand même des bonnes IA accessibles, mais on sera à des années-lumière des meilleurs modèles, et je compte en fait sur l'IA en open source pour débloquer la situation. C'est ça mon bet. Tu penses pas que c'est dommage que Anthropic rate le coche correctement au lieu de ban proposer une solution pour avancer? Mais moi je pense qu'ils font les choses correctement. Qu'est-ce qu'ils s'en battent les couilles? Les gens ils sont pas contents pour OpenClaw ou quoi? Bah ils payent des crédits API ou ils vont ailleurs, c'est tout. Ils vont pas perdre des clients. Oui, BitTensor participe à l'IA décentralisée, absolument. Absolument. Après, est-ce que le token TAO en profite vraiment? Pas tellement. C'est plutôt les gens qui spéculent dessus. Après, il s'en sort pas trop mal. En vrai, il s'en sort pas trop mal. Mais je reste assez mitigé sur le TAO face à BTC, face à Hype. Désolé, vous allez me dire, je suis le perroquet de Picsou, mais en fait, je suis totalement d'accord avec Léo, c'est que bah, BTC is king, Hype solide, le reste, c'est compliqué, c'est vraiment compliqué. La guerre de l'IA, je la vois comme des plateformes de streaming, garder les prix convenables et les meilleurs modèles pour avoir le monopole, ensuite tu peux augmenter les prix. Bah, c'est ce qui va se passer, hein. C'est ce qui va se passer. J'en suis assez convaincu. Petite parenthèse sur les revenus en crypto, alors, je vais réouvrir CoinGecko d'ailleurs. Chainlink, alors Chainlink, tu vois, typiquement, c'est un jeton, j'y mets pas les pieds parce que pour moi, je ne me vois pas gagner de l'argent en spéculant sur Chainlink, tout simplement. Parce qu'ils font pas de revenus, ils font pas de buyback et ouais, le prix me fait peur. EdgeX, l'exchange décentralisé, a sorti son jeton et pour le coup, 900 millions de dollars de valorisation, c'est pas mal du tout en vrai, hein. C'est vraiment pas mal du tout, hein, la valo, hein. Ils ont fait un très très beau lunch. Alors je sais pas si le prix va durer. Il y a moyen que ça fonde comme le sucre. Mais en tout cas, ils ont fait un très beau lunch, hein. Vu la période de marché qu'on se tape, vu ce qui s'est passé sur Lighter et tout, respect. Parce que là, Lighter, ils sont à combien? Ils sont à 1 milliard. Voilà, ils collent à Lighter. Mais quand on regarde les revenus, Lighter, c'est 50 000 dollars par jour. EdgeX, qui a déjà sorti son jeton, hein, c'est 380 000 dollars jour. Et ils ont déjà généré 230 millions de revenus, alors que EdgeX n'a fait que 46 millions. Ils sont à des années-lumière. Mais après, EdgeX a très bien ciblé le marché asiatique. Voilà. Les avantages d'EdgeX, c'est quoi? C'est qu'ils ont promis un buyback, ils ont promis de l'EVM. En fait, ils font un petit peu comme Lighter, un peu comme Hyperliquid, mais ils ont la communauté asiatique de leur côté. C'est vrai que ça a été très peu couvert dans l'écosystème français, on s'en excuse. Mais ouais, ils font du bon travail pour le moment. Donc les revenus sont au rendez-vous. Ils font un peu plus d'un tiers des revenus d'Hyperliquid, hein. Alors est-ce que ça va durer? Franchement, je sais pas. Franchement, faut doser. Mais GG. Heureux, j'ai enfin accès de nouveau au chat après 10 minutes à reload la Twitch commentaire. Ouais, c'est bizarre ton histoire. C'est pas la première fois que tu as ce souci, Foxy, j'ai vu. Bref, voilà. Après, on me disait Circle, tu surveilles. Alors moi, c'est vrai que les actions, je surveille plutôt les actions tech. Circle, je surveille pas. En vrai, je surveille pas, mais on peut regarder ça rapidement. Allons-y, hein. Peut-être que ça a bien dip, ça a bien dip et que ça offre des opportunités à l'achat. Pourquoi pas? En vrai, pourquoi pas? Après, on a eu un dip à 50 $. Faut voir, faut laisser se stabiliser. Vous voyez, pour le moment, ça baisse, des points bas. Peut-être ça va se stabiliser comme ça. Donc, je laisse faire. Tu te rappelles de Phantom, il est à 4 centimes. Ah bah, si je m'en rappelle, bien sûr. Bien sûr que je me rappelle, frérot. Pour les actions tech, vous voyez, Nvidia, ça a un peu soufflé depuis le top, mais pas trop. On vient de toucher d'ailleurs la moyenne mobile. Je suis en weekly, hein, échelle de temps weekly. Intel, ça part. Alors Intel, j'ai une news pour Intel, pour vous parler un peu tech, la team. Quand tu compares les news crypto et IA, c'est vraiment le jour et la nuit. En ce moment, oui,
En ce moment, oui, mais forcément, l'IA, c'est la ruée vers l'or en ce moment. La crypto, ça a eu été la ruée vers l'or. Franchement, entre 2017 et 2023, en crypto, on s'est fait arroser, hein. C'est juste que là, on a épuisé tout le monde, mais ça repartira. Nous, on est là, en tout cas, avec Khan Academy, vous inquiétez pas. Qu'est-ce que je me suis noté? Je vous parlais d'Intel, oui. Pas mal de choses, en vrai. Pas mal de choses. Bon, déjà, Intel va sortir une nouvelle gamme de processeurs pour les PC portables qui est extraordinaire. Regardez, on va taper du 40 heures de batterie pour de l'utilisation web. De ce que j'en ai vu, voilà, ça c'est une comparaison par rapport au Mac. En gaming, le Mac est supérieur, donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à pleine puissance, pleine charge, Intel est moins optimisé. Mais quand tu n'es pas à pleine puissance, Intel arrive à baisser à mort la consommation de ses puces, de ses processeurs, et donc ils arrivent à faire tenir la batterie beaucoup plus longtemps que Mac. Enfin, l'écosystème Windows va enfin avoir des vraies batteries avec des PC qui chauffent pas trop et des durées de vie de ouf. Ça fait trop plaisir. Ça fait trop plaisir. Donc ça, c'est la première nouveauté. D'ailleurs, si ces puces sont tellement bonnes, peut-être qu'Apple intégrera à nouveau des puces Intel dans ses prochains appareils. Donc ça ferait un gros client pour Intel. Accessoirement, Intel va sortir des cartes graphiques. Alors, Intel 32 Go GPU, laissez-moi retrouver ça. Voilà, Intel Pro B70, je crois que c'est ça. Voilà. Ils vont sortir des cartes graphiques à moins de 1000 $ avec beaucoup de VRAM, donc ça ne vaudra pas du Nvidia, mais ils se placent progressivement sur le secteur de l'IA, parce que pour faire tourner des gros modèles d'intelligence artificielle ou des modèles avec un gros contexte, c'est-à-dire avec beaucoup de texte, faut beaucoup de VRAM. Donc, Intel se place et casse les prix. Donc tout ça, ça plaît au marché en fait. On a eu un Intel qui a fondu pendant très longtemps, parce qu'AMD leur bouffait beaucoup de place de marché. Et là, ça revient. Sur les PC portables, ils sont très chauds. Je m'attends à ce que sur les processeurs de serveurs aussi, les nouveaux Xeon et compagnie, ce soit du lourd. J'ai moins suivi, mais voilà. Intel fait un comeback, ça fait plaisir. Valorisé, je crois, à 250 milliards de dollars actuellement. Donc GG à eux. Ils faisaient pas grand-chose, Intel, en termes d'inno. Ouais, pendant un moment, c'était ça. Ils faisaient des grosses marges, mais pas des innovations. Et là, ça repart bien en termes d'innovation et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Du côté d'AMD, pas mal d'innovations, que ce soit côté IA, côté console de jeux, les PS5, Xbox et tout, c'est pas mal. Côté carte graphique, ça va. Bon, ça fait un beau concurrent de Nvidia. En vrai, les trois là, Intel, AMD, Nvidia, c'est du lourd. C'est du lourd. Ça fait plaisir. C'est des belles boîtes. Voilà ce que je m'étais noté. Ensuite, donc on a Vitalik qui nous a fait un article pour nous parler d'IA, justement. Il nous a fait part de son setup d'IA en local que je vais vous traduire. Hop, on va utiliser Immersive Translate. Boum. Comme ça, vous l'avez en français. Parfait. On se met en mode jour. Ah, le mode jour ne marche pas. Ah oui, Vitalik nous pisse à la gueule, en fait, hein. C'est... Le GOT nous pisse à la gueule. Heureusement, j'ai ma propre extension. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Le mode jour fait maison par Capette le vrai. Qu'est-ce qu'il nous dit, le petit Vitalik? Bon, je vous la fais court. Il s'intéresse en fait à tous les sujets de l'IA, donc la confidentialité, les jailbreaks, parce que vous le savez peut-être pas, mais quand vous utilisez une IA type ChatGPT ou Gemini, bah forcément, elle peut pas vous dire des gros mots, elle peut pas vous pousser à faire des trucs bizarres, mais il existe sur GitHub des moyens de jailbreaker votre modèle pour lui faire dire des choses qu'elle ne veut pas dire. C'est de plus en plus compliqué de jailbreaker des modèles type Claude, etc. Par contre, les modèles open source, ça se jailbreak hyper facilement. Et donc, vous pouvez demander à votre IA absolument tout et n'importe quoi. Comment fabriquer une arme en impression 3D, comment cuisiner de la drogue. Il va vous répondre. Il va vous répondre. C'est à ça que sert le jailbreak. Backdoor LLM, bug logiciel, bref. Voilà. Donc, en ce moment, Vitalik fait joujou avec l'IA. Voilà, il a deux PC portables, un avec une 5090 24 Go de VRAM et un autre PC portable avec de la mémoire unifiée 128 Go et il a également un DGX Spark. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est des mini tours Nvidia, pareil avec de la mémoire unifiée pour faire tourner des plus gros modèles. Ce qu'il faut savoir, c'est que une carte graphique en général a beaucoup moins de VRAM, donc va pouvoir faire tourner des modèles beaucoup moins lourds, mais par contre va faire tourner des modèles beaucoup plus rapidement. A l'inverse, tout ce qui est PC avec mémoire unifiée, comme là son PC AMD ou le DGX Spark ou les gros Mac avec je sais pas combien de VRAM,
bah, vous pouvez du coup faire tourner des plus gros modèles, mais c'est beaucoup plus lent. Donc c'est exactement ce qu'il nous dit ici, un jeton par seconde. On va repasser en anglais juste pour ce tableau-là. Voilà, token par seconde. En gros, vous voyez, un gros modèle avec 122 milliards de paramètres, bah, tout simplement, ça ne tourne pas. Il n'y a pas assez de VRAM sur la carte graphique du PC pour le faire tourner. Par contre, sur les machines avec 128 Go de mémoire unifiée, et ben là, on peut faire tourner. Par contre, bah, comme je vous disais, comme la 5090 c'est une grosse carte graphique dédiée, c'est pas un système où on a un mélange carte graphique, RAM et on fait passer l'information sur la carte graphique et la RAM. Donc, si vous voulez, la carte graphique a une mémoire extrêmement rapide. La RAM, c'est de la mémoire vive, rapide, mais beaucoup moins qu'une carte graphique. Donc, quand on envoie une information sur la RAM, la vitesse descend. C'est pour ça que la vitesse d'affichage du texte est meilleure sur une 5090, que ce soit sur un PC portable ou sur un PC fixe. Donc pour ceux qui se posent la question, ça dépend de ce que vous voulez. Si vous voulez envoyer du code très rapidement, bah, choisissez plutôt une carte graphique gamer par exemple. Si en revanche vous voulez un modèle très grand, donc plus intelligent, pour faire des calculs plus complexes, pour de la recherche notamment, et ben voilà, vous prenez un modèle grand plus mémoire unifiée. C'est à vous de choisir. Et si vous voulez le meilleur des demandes, bah évidemment, vous pouvez acheter plusieurs cartes graphiques, les mettre en série. Ça, c'est possible aussi. Hein. Voilà. Donc, il nous parle de ça, il fait joujou avec ses machines. Voilà. Donc, comment il a fait, bah, il nous explique. Au début, comme tout le monde, il utilise Oliama. Il se rend compte qu'Oliama, c'est un peu trop noobish. Donc, il met en place un Liama CCP avec un Liama serveur. Il fait son IA avec un moteur d'inférence plus puissant. Ensuite, pour faire tourner ces différents modèles, il utilise LiamaSwap. Alors, à ne pas confondre avec DeFi Llama, hein. C'est pas la même chose. Hein. C'est plutôt LLM Ask Me Anything, quoi. En gros, Llama Swap, ça vous permet de pouvoir changer facilement de modèle, parce que sinon, c'est un peu galère à chaque fois de lancer un Llama serveur, de chauffer le modèle dedans, d'envoyer un texte, de lui dire je veux faire un truc, ensuite il fait le truc, tu es obligé de couper le modèle, de décharger la carte graphique, bref c'est un peu chiant. Llama Swap pardon, facilite tout ça, et donc il s'amuse, voilà, notre ami Vitalik s'amuse avec l'IA, il se fait kiffer, bref, et il y voit de l'avenir pour les cryptos notamment, mais honnêtement tu lis ce papier, tu vois qu'il fait joujou. Il est noob en IA, juste il fait des trucs, il trouve ça extraordinaire, il voit bien le potentiel. Voilà, là il nous parle de Signal CLI, donc pour pouvoir discuter directement avec la messagerie Signal chiffrée. Mais ce que j'aime par contre dans son papier écrit, c'est que grâce à l'IA, on va pouvoir en fait faciliter les développements, on va pouvoir avoir accès à de l'intelligence sans donner nos données à des entreprises américaines. On va pouvoir pousser le narratif de la privacy de la monnaie, le narratif ZK également. Donc voilà, c'est ça qu'il nous dit, c'est qu'il est bullish sur l'IA. Comme moi, voilà. Je l'ai dit avant, je suis donc plus intelligent que Vitalik, c'est la règle. J'ai vu dans l'article que Vitalik est un utilisateur de Linux depuis longtemps, ça me rappelle les souvenirs. Ouais, Linux. Bah après, moi Linux, en vrai, j'aime pas. Enfin, en fait, tu as des avantages sur Linux parce que tu as plein de logiciels qui tombent pas en natif sur Windows. Et aussi en termes de sécurité, c'est mieux, mais moi, ça me casse les couilles. Je préfère avoir mon petit Windows, mon petit terminal. Si je dois dégainer un Linux, je me démarre mon Linux dans Windows. Boum, voilà. J'ai mon Windows sous système pour Linux. Voilà, on est dans Linux. On tape Cloud. Ah, il n'est pas installé, il n'est pas installé. Bon, désolé. Bah, s'il n'est pas installé, juste pour le fun, on va l'installer en natif sur la distribution. Comment on fait? Je vous montre. Vous voyez, donc là, par exemple, comment en ligne documentation, c'est bonus, voilà. C'est une émission crypto, il y a informatique au balance de tout. Là, vous voyez comment on installe. Donc, si on installe via l'invite de commande Windows, CMD, c'est cette commande. Parce que tu as un langage pour l'invite de commande. Si on passe par Windows PowerShell, qui est une invite de commande quand même beaucoup plus avancée, c'est cette commande. Si on passe par Mac ou Linux ou Windows sous système pour Linux, on passe par Bash, donc c'est cette commande. Donc nous, c'est cette commande qui nous intéresse. Boum. Voilà. Et là, il nous télécharge tout ça, il l'exécute. Et ça nous donnera après, donc je vous le montre sur Windows, ça nous donne ça. Installing Cloud Native Build Latest. Voilà, vous voyez, ça met un petit peu de temps parce qu'il doit installer des dépendances. On le laisse faire. Et puis après, vous voyez, vous avez votre cloud, vous sélectionnez vos modèles. Par exemple, Opus. D'ailleurs, tiens, Opus. Ensuite, vous pouvez sélectionner, si vous voulez, un effort différent. Alors, je crois que c'est effort. Hein. Voilà, effort. Donc ça, c'est à quel point vous voulez pousser votre modèle dans la réflexion. Donc, soit low, medium, high, max. Voilà. Et ensuite, moi, j'ai customisé mon terminal ici. On ne verra peut-être pas trop.
pour m'afficher mon temps de consommation et dans quel dossier je suis actuellement. Et voilà. Pourquoi choisir le Omid? Parce qu'il va te répondre plus vite le modèle. Donc si tu es pressé, tu veux consommer moins de tokens, tu peux mettre un temps de réflexion plus petit. Là, ça y est, Claude est installé. Et donc là, normalement, il est dans mon pass. Si je lance Claude, c'est bon. Et là, vous voyez, j'ai juste à faire Dark Mode. Et ensuite, je me connecte soit avec mon compte, comme je vous disais, avec un abonnement, soit avec une API key. C'est pas le niveau de recherche de réflexion pour les efforts? Si, c'est ça. Mais plus il va réfléchir, plus il va consommer de tokens, plus ça va prendre sur ton abonnement ou sur ton crédit API en fait. Donc si tu veux faire des économies, bah déjà moi je te dis tu veux faire des économies, tu fais modèle, tu mets Sonnet. En vrai, tu peux quasiment tout faire avec Sonnet. Franchement, Sonnet c'est bien. C'est quand tu veux programmer quelque chose, faire une recherche approfondie, tu mets Opus, mais sinon tu peux tout faire avec Sonnet. Mais moi, j'aime tout faire avec Opus, mais dès que je commence à voir que je trigger les limites, là, vous voyez, en weekly, je suis à 5%. Quand je commence à être à 60%, je commence à mettre un peu plus du Sonnet. Et comme vous êtes mes frérots, je vous partage un petit alpha, peut-être il y en a qui connaissent, vous avez ça là, RTK CLI. Donc ça, je ne conseille pas sur Windows. Si vous êtes sur Windows, ne le mettez pas, attendez qu'ils le patchent. Peut-être qu'ils l'ont patché. Bah tiens, il y a 6 heures. Est-ce qu'ils l'ont patché? Non, ils n'ont pas patché. Le problème de hook, il faudra attendre. En gros, il y a des petits bugs sur Windows. Mais en gros, qu'est-ce que c'est RTK? En fait, c'est un proxy CLI. C'est-à-dire que quand vous utilisez des commandes bash pour lister des fichiers, lire un fichier, récupérer des noms de fichiers, les commandes git pour push, pull, commit, merge, etc. Par défaut, en fait, vous exécutez la commande, la machine vous répond avec une interface, et en fait, il y a plein de textes qui servent à rien à l'IA, en gros. Tu as le texte qui nous sert à nous en tant qu'humains pour voir, pour afficher les choses en joli, mais pour une IA, ça sert à rien. Donc en fait, ce que fait RTK, c'est un proxy, c'est-à-dire que vous exécutez la commande, RTK prend la commande, vide toutes les infos inutiles de la commande, les met en forme pour avoir une version compressée de l'information et donne la version compressée de l'information à Claude ou à ChatGPT, ce qui peut réduire drastiquement la consommation de tokens, en plus d'éviter de polluer le contexte. Donc ça, c'est un peu technique, mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous utilisez une IA, vous écrivez des trucs, ok? Bon, vous avez un contexte. Vous dites, je fais une recherche sur Ethereum, quelles sont les dernières actualités d'Ethereum, les achats, les ventes, les machins, bref, vous envoyez le prompt, le contexte augmente, vous posez des questions par-dessus, le contexte gonfle, d'accord? Le contexte grossit. Et donc, plus le contexte augmente, et plus l'IA commence à s'emmêler les pinceaux, péter les plombs en fait. Elle commence à faire n'importe quoi. Du coup, c'est pareil quand vous lui envoyez des grandes interfaces, par exemple, vous envoyez, je sais pas, en fait, par exemple, là, tu as écrit install to add to pass, tu pourrais mettre install, pass, et il comprendrait pareil. Lui, il va enlever add to, needed, etc. Il va tout nettoyer. C'est à ça que ça sert. Et donc, pour l'installation, vous allez dans Release, juste ici. Vous avez une installation pour Windows, Linux, etc. Mais Windows, comme je vous ai dit, je ne suis pas fan. Donc voilà. Écoutez, on a beaucoup parlé d'IA. Pour terminer sur les cryptos, quand même, et sur la RAM, parce que la RAM, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Bon, les ETF, ça stagne en fait. Ça achète, ça vend, mais surtout, ça ne bouge pas. Ça fait depuis le début de l'année que ça ne bouge pas aussi bien sur Bitcoin que sur Ether. Ether, ça vend un tout petit peu. Côté RAM, ça se calme un peu, mais pas trop. Hein. Franchement, ça se stabilise, disons. Pour le moment, je ne m'attends pas à une baisse des prix de la RAM DDR4 comme DDR5. En tout cas, pour ceux qui me suivent pour les activités gaming, mes configs Capet, nous, on a réussi à baisser les prix des configs, justement, en jouant sur la RAM. Petite parenthèse, si jamais vous voulez vous faire une config gamer, vous allez très probablement vouloir une config haut de gamme avec un processeur 9800X3D ou 7800X3D, c'est-à-dire un processeur avec beaucoup de cache de niveau 3. Le cache de niveau 3, c'est quoi? C'est de la mémoire. Mais c'est de la mémoire en très petite quantité, très rapide, rattachée au processeur. Du coup, ce qui se passe, c'est que en général, quand vous faites du jeu vidéo, vous stockez la majeure partie de ces informations dans le cache du processeur et donc pas sur la RAM, ce qui fait que mécaniquement, vous n'avez pas besoin d'avoir une RAM avec une très haute fréquence pour avoir les capacités maximum. Donc, en ayant fait ce constat-là, j'ai demandé à ce qu'on baisse les prix des machines pour justement faire des économies sur la RAM. Il y a des confs full IA. Ouais, on a mis une conf avec une 5090. Hein. Si jamais il y a, je te mets ça dans le chat, parenthèse.
Voilà, mais en vrai, tu veux faire de l'IA, c'est pas fait pour... Enfin, 5090, si, mais sinon, vaut mieux trouver une vieille 4060 Ti 16 Go ou une 3090 en marché d'occasion que d'acheter une carte graphique neuve où tu vas manquer de VRAM. C'est pas très intelligent, à mon humble avis. Et puis, écoutez, on a Samsung qui va encore monter le prix de sa RAM. On nous a dit 30% à partir du deuxième trimestre 2026, pardon. Ils avaient déjà fait x2 sur le prix de la RAM, ils rajoutent encore 30%. Et du côté de Micron, bah, c'est ce que je disais, il y a 2 émissions. Hein. Je disais, il y a 2 émissions. Voilà, la RAM, ça baisse un coup à cause de Google TurboCamp, mais c'est une respiration de marché, ça va probablement repartir, ça n'a pas loupé. Hein. Le marché a racheté le dip tout de suite. La demande en RAM, n'a pas baissé. Et je ne m'attends pas à ce qu'elle baisse de sitôt parce que vous connaissez, hein, intelligence artificielle, intelligence artificielle, intelligence artificielle. Ouais, les SSD ont monté de prix aussi, tout à fait. Donc ça fait chier. Franchement, ça rend les PC extrêmement chers. Wanda qui dit dans le chat c'est cher. Ouais, on est à plus 25% des meilleurs prix de août-septembre dernier. On était monté à plus 35%. Là, on a réussi à gratter 10-15% dessus. Mais ça reste très cher parce que la RAM fait exploser les prix, aussi bien sur les SSD que la RAM que sur les cartes graphiques. Donc ça casse les couilles. Mais vaut mieux tendre. Alors, si tu peux attendre, je te conseille d'attendre. Mais je ne te garantis pas qu'attendre va faire baisser les prix, par contre. Ça se trouve, il va encore se passer une dinguerie, tu vois. Franchement, tout est possible, tu vois. C'est terrible ce qui se passe sur le marché du hardware. Moi, mes ventes de PC ont extrêmement baissé parce que bah, les gens trouvent ça trop cher et c'est normal, en fait. Donc voilà, les potes, vous l'aurez compris. Bon, voilà, je suis pas... J'ai sorti mon site Capet avec des guides. Vous avez OKEx, si jamais vous voulez vous créer un compte pour trader vos cryptos. Si jamais vous vous dites, bon, bah ça y est... En ce moment, tout le monde ne veut plus entendre parler de crypto, ça se stabilise, est-ce que ce serait pas le moment? Franchement, la réflexion se pose. Hein. La réflexion se pose. Ça peut évidemment baisser plus. Ça peut toujours baisser plus. On ne sait jamais trouver le bottom. À un moment, il faut passer à l'action. Est-ce que c'est le meilleur moment? Je ne sais pas. Tout ce que je peux vous dire, et je vous l'ai dit dans de nombreuses émissions, c'est vaut mieux acheter un Ether à 2000 que l'acheter à 4000 ou à 5000. Voilà. Après, est-ce qu'il va tomber à 1005? Ça peut. Je le souhaite clairement pas, mais ça peut. Voilà les potes. J'espère que vous avez kiffé cette émission. On va se retrouver cette semaine aussi sur mon Twitch pour d'autres émissions, pour continuer de parler d'IA, de crypto, de finances traditionnelles. C'était Capet le Vrai pour Coin Academy. N'hésitez pas à vous abonner, laisser un like, laisser un commentaire si ça vous a plu. On se dit à très vite. Ciao tout le monde.